Merci d'être du rendez-vous, le rendez-vous Rap Class Podcast, où on a la chance de rencontrer des acteurs, des gens qui ont fait avancer le mouvement, qui sont dans la scène depuis un certain moment, qui continuent à rouler leur boss. Vraiment, c'est le but qu'on s'est donné, c'est non seulement de faire voir, mettre en valeur les gens qui ont fait avancer la scène, mais qui sont toujours dans la scène, qui font toujours de leur mieux et qui en mettent encore pour que la scène avance, que la scène continue. On redore le blason de la culture hip-hop, mais de la culture musicale en général, parce que l'invité qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui est non seulement un acteur vraiment important du mouvement Traumaturge, Attache Tatuc, mais qui fait partie également du nouveau groupe Héliodrome, un groupe qui est là depuis un certain moment, qui fait dans la musique vraiment expérimentale, qui pousse les barrières, qui repousse les, comment je pourrais dire, les boundaries. Oui, tout à fait. Du rap, de la musique, en fait. Ben, je pense un mélange des deux. Oui? Oui. Comment tu le définirais? Comment Héliodrome ou comment on pourrait, dans un premier temps, je suis un mauvais hôte, hein, on présente M. Frédéric Galbrun, a.k.a. Kiro. Yes. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Donc, comment on pourrait résumer Kiro? Est-ce qu'on peut résumer Kiro? OK. Résumer Tu m'as posé une Kiro. question sur résumer Héliodrome. Kiro? Mais ça va venir. Je pense que si je résume Kiro en premier, mais ça va être un long résumé. Kiro, c'est un long résumé. Héliodrome, ça va venir plus à la fin, je pense. On a le temps. Comment résumer Kiro? D'entrée de jeu, je pense... Mettons, je fais un petit historique. J'ai commencé à m'intéresser au rap, on était peut-être en 94, 93, où j'ai un ami qui allait en France à tous les étés. Puis, avant, j'écoutais un peu de rap, mais tu sais, rien de sérieux, plus comme Cypress Hill, par exemple, Tribe Called Quest, certains groupes qui étaient mélangés beaucoup avec le skate. Okay. Je faisais beaucoup de skate à l'époque, puis ça m'intéressait, ce genre de musique-là aussi. Puis dans les shows de punk rock un peu, il y avait quand même des bands de rap, dont Shades of Culture, je pense que c'est le premier show de rap, vraiment, que j'ai vu à Montréal, étrangement. Shout out Shades of Culture, yes. D-Shade. Ouais. Et toute la clique. Ouais. Puis, c'est ça, cet ami, il allait en France tous les étés, il commençait à ramener des CD de rap français. Puis, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre, je pense, du rap. Puis, graduellement, commencer à, un peu comme certaines personnes, recopier certains textes, mettons, puis pour les apprendre par cœur. À l'époque, je veux dire, tu peux pas aller sur Internet pour cliquer le lyrics, la chanson, lyrics, puis tu as toutes les paroles. Fallait que tu l'écoutes, puis que tu écrives, puis qu'en même temps, tu commences à catcher un peu. Mais après 2-3, je me suis tanné, puis je me suis dit, je pourrais comme moi écrire aussi. Puis cet ami-là avait parti un groupe aussi à l'époque qui s'appelait Haut-Parleur. C'est un groupe qui n'a pas vraiment duré longtemps. Il est sur la première compile du Too Hot to Handle, qui était puis sur le Ça tape trop pour les faux aussi, c'est vrai. À l'époque, on avait... Bon, je m'en viens à ça. C'est décousu. Mais donc, cet ami était avec Haut-Parleur, ce groupe-là qui n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Parce que je pense à des gens qui étaient super talentueux, puis ça aurait été intéressant de les voir poursuivre là-dedans. Puis, bon, de fil en aiguille, je commence à faire mes petits trucs de mon côté. Arrive le cégep en 95, 96, puis c'est là que j'ai rencontré les gars de Traumaturge à ce moment-là, qu'on était au cégep Maisonneuve. Égypto l'intrus, puis Ras, je l'avais rencontré juste un petit peu avant, parce qu'on avait des amis en commun. Puis déjà, moi et lui, on avait commencé à parler de dire on devrait faire un groupe de rap, tu sais. Parce que moi, je commençais à m'afficher, je veux dire, tu sais, j'étais là, tu sais, j'écris des textes, genre, mais je rappe pas, puis tout ça. Mais, fait que là, en discutant, ça s'est un peu fait, puis ça s'est comme vraiment plus consolidé quand on était au cégep. Puis le Traumaturge a pris naissance, je pense qu'on était en 96 à ce moment-là. Puis rapidement, ça a comme déboulé parce que c'était quand même un milieu assez vide. Il y avait quand même des trucs qui se passaient, mais il y avait quand même beaucoup d'espace à prendre, je pense. C'est un espace qui n'a pas été pris. Je pense que ça l'a pris 10 ans au moins avant que cet espace-là se prenne. Pour faire une parenthèse aussi, c'est quand même dans le registre de Traumaturge aussi, c'était, comme tu disais, il y avait un gouffre, il y avait un vide, parce que Traumaturge, c'était non seulement du rap francophone, mais c'est qu'on ressentait que ça venait de Montréal. Il y avait définitivement l'accent montréalais. On sentait que ça venait d'ici. En tout cas, pour les gens d'ici qui écoutaient, ça nous représentait beaucoup. Puis oui, mais ça serait pas faire honneur aux autres groupes qui étaient là aussi. Il y en avait d'autres, effectivement. Je me rappelle quand j'ai commencé à écouter la radio, justement, comme CIBL, puis il y avait J'attaque qui jouait. Contre-attaque. Puis
Puis il y avait une émission de Dave One aussi, le plus tard le soir, je pense. C'était pas Hip Hop Non-Stop? Je me souviens pas du Avec titre. Kid Soulja? Non? Écoute, mais je sais qu'il y avait... Ouais. Puis c'est là que j'ai découvert comme Kid Koala, mettons, pour les premières fois. Ouais. Mais... Montréalais, mais il y avait des gars qui le faisaient quand même, tu sais. Puis je pense à Osiris, je pense à Cerveau. Je pense à beaucoup de rappeurs de Rivière-des-Prairies qui étaient là aussi, tu sais. Puis ces gens-là étaient forts. Tu sais, c'était intéressant, Sans Pression, de toute façon, même aussi, ils étaient déjà là. Puis là, nous, on est comme nés peut-être de cette mouvance-là. En même temps, puis je sais pas qu'est-ce qu'on amenait vraiment de différent. Je pense que notre approche, où c'était intéressant, c'est que on écoutait beaucoup de rap américain à ce moment-là, mais du genre tu sais, du Def Jux, puis Raucus, tu sais, fait tous les trucs un peu plus à gauche, je dirais, du rap. On écoutait beaucoup de Ninja Tune aussi, mais ça a été plus visible dans le premier Attache ta tuque, la guerre des tucs. Mais moi, Traumaturge, je pense que moi, en tout cas, personnellement, moi, je découvrais Raucus, je découvrais des trucs un peu plus weirdo du rap américain. Puis je pense que ça nous a beaucoup influencé au niveau d'un certain son, tu sais, qu'on voulait très grimy, très sale aussi, tu sais, puis... rap sale, rap joual. Tu sais, oui, rap sale Montréal. Yeah. Puis c'était aussi une réaction parce qu'il y avait toute une scène qui existait déjà et que là, soudainement, des groupes popaient de nulle part, tu sais. Ben, de nulle part pour nous, parce qu'à quelque part... Tu sais, quand tu avais, genre, justement, la Constellation à Québec, la Gamic. Les autres types... j'ai comme un blanc. Mais il y en avait quand même. Sur le pleureur, Dogmatic. Eux, ils étaient là. Je me rappelle des soirées que c'était... Fuck, j'ai des blancs aujourd'hui. Mais c'était un bar qui était sur... je pense que c'est Prince-Arthur, de l'autre côté de Saint-Laurent. Je me souviens pas comment ça s'appelait, mais il y avait des soirées open mic là-bas. OK. J'avais un des types de Dogmatic dans cette soirée-là. J'ai oublié le nom, je me souviens pas comment ça s'appelle. Mais, fait qu'il y avait quand même des choses qui se passaient, mais les gens qui émergeaient venaient pas de là, tu sais, parce que c'était quand même une scène qui se construisait, donc c'était quand même assez tricoté, serré. Si je peux prendre l'expression, c'est weird parce que certains vont dire non, mais vu qu'on est en train de se créer puis se mettre ensemble, les premières années, c'était comme beaucoup d'overlapping. On se voyait tout le temps les mêmes gars dans les mêmes shows. Puis on se croisait tout le temps. Fait qu'on travaillait beaucoup ensemble. C'est pas qu'on collaborait, on faisait pas nécessairement des tracks ensemble, mais on travaillait à construire quelque chose ensemble. Puis tout le monde était comme un peu mindé par rapport à ça. Puis on avait à cœur, je pense, je dirais la majorité, pas tout le monde, parce que je pense que ça n'a jamais été une priorité pour certains, mais la culture est pop. Et c'était cette idée-là d'une culture qu'on allait faire émerger puis qu'on allait mettre de l'avant aussi par la musique qu'on fait, par notre habillement, par nos façons de parler, par nos façons de marcher, par nos intérêts aussi culturels. Puis, on parlait juste brièvement avant, tu as eu l'entrevue avec C-Lock que j'ai vu ici. Shout-out C-Lock. Puis c'était Traumaturge, quand on a commencé, ça a tout de suite été aussi impliqué dans le milieu du graffiti. Donc, il y avait le DJ Toast Dog aujourd'hui, qui était DJ Nabi au début, qui est devenu Naes, qui lui faisait du graph aussi. Donc, c'est toute cette association-là avec ce crew-là, qui travaillait au Cell Block à l'époque aussi. Donc, c'est une association avec tout le monde du graffiti et avec l'intrus, l'association avec le breakdance aussi. Donc, quand Attache ta tuque est né, puis là que... OK, il faut que je backtrack un petit peu. Fait que, Traumaturge existe. Un certain nombre d'années, on sort sur mon index le seul et unique album de Traumaturge. Mais quand on a sorti ça, on s'est dit, on va construire une structure pour nous soutenir nous-mêmes, pour faire quelque chose d'indépendant. On a eu la chance, Traumaturge, de faire presque 100 shows, je pense, la première année. Et de faire quand même un peu d'argent avec ça. Donc, on s'est dit, on va tout le réinvestir, on va partir en label. Puis, bon, un peu d'argent. Je pense qu'on a fait 5 000 $. C'était comme, En 96, 5 000, ça vaut... Là, on était en 98, 99, je pense. Mais quand même. Fait que là, on s'est dit, on va partir notre propre structure qui va s'appeler AT Musique. Puis qui, ça va soutenir tout le monde. C'était très communiste dans la façon de penser, mais c'était un échec lamentable. Peut-être comme certaines parties du communisme. Il n'y avait pas assez de dictateurs, je pense. Mais fait qu'on voulait soutenir tout le monde, puis permettre à tout le monde les chances égales de sortir ses projets, puis de mélanger le graph, puis mélanger le breakdance aussi avec la musique. Puis c'est ça. Fait que là, avec cette structure-là qui s'appelait AT Musique, qui était Attache ta tuque, c'est formé le crew et les albums qu'on a vus par la suite qui étaient Attache ta tuque. Et dans ce crew-là, Attache ta tuque, ça l'incluait aussi, quand je parlais du breakdance,
un long détour pour revenir à ça. Mais l'intrus faisait du breakdance avant qu'on le rencontre, avant de faire du rap. Et à ce moment-là, était ami avec beaucoup de gens de Tactical Crew, par exemple. Oui, donc, Skywalker, là, donc, tu sais, qui est encore, je pense, un ami. Je pense que je le considère comme un ami. Mais Jacques Éloi aussi. Des gens qui continuent encore dans le milieu de la danse. Obi-Wan Megatron. C'est des gens qu'on invitait aussi dans nos shows. Pour partager la scène avec nous, puis les rémunérer qu'on pouvait aussi. L'idée, c'était de payer les gens aussi. Même chose pour les graphers. Donc, on a fait le lancement du premier Attache Tatuc. Il y avait toute une mise en scène où il y avait des graphers qui traversaient toute la scène, puis qui montaient sur stage, puis qui taguaient finalement un gros AT musique, genre sur l'espèce de booth où le DJ s'installait. Wow. Donc, avec les capuchons, puis là, qui arrivaient. Fait qu'il y avait toute cette idée-là aussi de mise en scène qu'on amenait, je pense, avec Traumaturge. Fait que peut-être ça, c'était notre spécialité, mettons, en show. Il y avait une certaine mise en scène. Il y a non seulement ça, mais ce que je comprends aussi, c'est que c'était important pour vous que tous les éléments soient représentés parce que ça vous définissait. Dès le début, oui. Il fallait qu'il y ait un DJ. Nous, c'était inconcevable qu'on fasse un groupe de rap sans DJ pour scratcher puis pour mettre les beats en arrière. C'était impossible. Jamais, genre... Et quand on voyait les autres bands qui faisaient ça, on était comme « Yo, ils sont whack! » Mais pour nous, c'était impossible. On ne peut pas penser différemment de tout ça. C'était genre, ça allait trop de soi. Puis, et même chose pour le graph puis pour le b-boying. Mais le breakdance, c'est arrivé un peu plus tard, par exemple. Je pense qu'on avait plus de moyens. Au départ, c'était difficile en tant que groupe, mettons, de rap, plus rap. Là. Quand Traumaturge existait, c'était plus difficile d'associer et faire rayonner d'autres gens. Puis on est encore dans l'ébullition de la scène. Puis on n'avait pas les moyens de faire... ce lancement-là que je te parle, il y avait les graphers puis il y avait les b-boys aussi. C'était au théâtre Juste pour rire, je pense. Whatever, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais au Théâtre Juste pour rire, qu'on a lancé aussi de luxe au Club Soda. On avait les moyens de faire ça. Mais quand tu es sur un bill où est-ce que tu as comme 20 bandes, puis tu fais 2 tunes, c'est plus difficile, mais d'avoir un setup. C'était ça les débuts aussi. Le début de Traumaturge s'est fait beaucoup je l'ai nommé tantôt. Too Hot to Handle. Too Hot to Handle, oui, la deuxième année du Too Hot to Handle. Donc, il y avait eu la première année du Too Hot to Handle parce qu'il y avait eu comme une compilation qui avait été faite suite à ça. Too Hot to Handle, c'était Cédric de J'attaque avec Vladimir de Academia. Je pense que... Je sais pas si c'était Academia à l'époque, mais c'était des gars... Et je ne veux pas dire des choses qui sont pas vraies, mais je ne sais pas s'il vient de Rivière, je pense, Vlad, qui était ami avec Spook et ces gars-là aussi. On va inviter les gens à répondre à ça. Je ne suis pas certain non plus. Puis je veux pas dire des choses qui me mettent qui sont pas vraies, mais c'est ça. Fait que cette association-là de Vladimir puis de Cédric qui a créé aussi le Too Hot to Handle, qui c'était une structure qui était quand même intéressante. Parce que nous, dans notre tête, après la première année, on était là, yo, l'année prochaine, c'est nous, là, il faut qu'on aille au Too Hot to Handle. C'est pas vrai qu'on n'est pas là. Puis, il y avait Apogée aussi, qui était peut-être même la première année, Apogée, si je ne me trompe pas. Complice, qui était là aussi. Yes. Fait que, tu sais, quand on dit on avait un son, mettons, montréalais, joual, non, parce que ces gars-là étaient là aussi. C'est juste qu'on coexistait tout en même temps, puis il y en a qui ont ressorti, il y en a qui ont moins ressorti. Nous, on a eu la chance de faire une espèce de anthem, qui était Rapsal Montréal. Fait que ça a fait connaître un peu aussi. Puis tout le track Sus Mon Index aussi. Sus Mon Index, ça a été, je pense, un des gros tracks heavy, mettons, de rap, montréalais. C'est un anthem pour vrai. Des gars qui crient en arrière. Là, Shout-out à Fang en passant. Oui, Fang qui a fait le beat. Yes. Alex Neptune, mais puis oui, tu sais. Mais bon, là, aujourd'hui, les gens diraient « Ah, mais ce beat-là, nanana », mais à ce moment-là, c'était juste nice, là. Puis, en rétrospective, tu regardes peut-être, ou je sais pas si on va en parler un peu plus en détail, comment tu suis peut-être la scène, l'évolution des choses maintenant, mais il y a des groupes ou des artistes, en particulier Tekashi 69, si ça te dit quelque chose peut-être, qui amènent cette énergie-là, tu sais, l'énergie de squad, c'est grimy, c'est la testostérone, on sent ça, puis ça a déjà existé. Le seul point là, que j'essayais d'amener, c'est que croyez pas que c'est lui qui a inventé ça, ou non, c'est vraiment... Vu comme ça, là, j'essaie de voir les points communs, puis j'étais comme... Je pense pas, là, je pense à des kilomètres. Effectivement. Tu sais quoi? On va faire une transition, d'après moi, qui est toute trouvée, parce que
il y a une distinction définitive entre le rap que tu as fait, le rap que tu fais présentement et ce qui se fait présentement avec d'autres artistes américains et locaux. Comment tu trouves que tu te distingues? Parce que d'après moi, c'est beaucoup la poésie. C'est beaucoup l'application. C'est que tu t'appliquais à écrire des textes. Tu voulais que les textes aient une signification. Est-ce que tu trouves que c'est ça qui te distingue ou est-ce qu'il y a d'autres choses d'après toi qui te distinguent de ce qui s'est fait dans le passé? Je ne sais pas si ça me distingue spécifiquement, parce que je pense qu'encore, il y en a d'autres qui font ça. Je pense pas avoir cette prétention-là de dire « Ah, ça me distingue ». Mais c'est vrai que dès le début que moi, j'ai commencé... dès qu'on a commencé à en disquer. Mettons, avant, j'écrivais des trucs un peu plus whack, puis genre... Puis c'était pas grave, c'était juste genre nice. Je commençais de toute façon. Mais quand on a commencé à en disquer puis à enregistrer des tracks, là, c'était comme... Fallait que les textes que j'écrive soient vraiment on point. Puis ça a toujours été le texte avant le flow pour moi. J'ai jamais été un MC avec un flow intéressant. Intéressant, je sais pas, mais tu sais, whatever. Les gens trouvent ça intéressant quand même. Mais moi, quand je m'écoute, je me dis, c'est assez banal, mais je pense que le texte vaut la peine plus. Ouais. Puis, dès le départ, je pense que j'ai été dans cette logique-là. Fait que c'est sûr que j'ai toujours mis plus d'emphase sur ça. Écrire un texte, ça pouvait me prendre 1 an, faire un track. Wow. Encore aujourd'hui, c'est long pour moi écrire des tracks. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. J'essaye de prendre moins de temps, mais il fallait tout le temps qu'il y ait 1, 2, 3, 4 sens dans ce que j'écris. T'sais. Je t'interromps parce que je sais pas si les auditeurs ont vraiment porté attention à ce que tu dis, mais prendre 1 an à écrire un texte, c'est quelque chose. C'est de la recherche, c'est léché, si je pourrais dire ça, c'est fignolé. C'est que tu as pris le temps que tout est vraiment 1, 2, 3, 4 sens versus du monde qui, moi c'est one take. Moi c'est... Est-ce que tu trouves que ça s'équivaut? Non, parce que c'est un reproche qu'on peut me faire, par exemple, que c'est tellement ficelé que c'est trop hermétique. Fait que les gens ne peuvent pas rentrer dans ce que je dis. C'est plutôt eux, c'est peut-être eux qui doivent rentrer dans ce que tu dis. Oui, mais c'est pas facile. Ouais. Mais quand les gens peuvent, par exemple, et c'est pas évité, je pense que c'est pas la majorité, mais quand les gens peuvent, faut, je pense qu'ils soient dans une place bien spécifique dans leur vie pour rentrer dans ce que je dis. Je sais pas c'est quoi cette place-là, mais elle doit être spécifique. L'exemple le plus récent que j'ai, c'était quand on était en Belgique pour promouvoir l'album en 2017, quand c'est sorti. Puis, on parle d'Héliodrome. Héliodrome. Je rencontre un type que j'ai rencontré par un drôle de hasard, un ami de son père qui s'est suicidé, une histoire pas de bon sens, que je rencontre à Montréal, me parle de comment ça tu connais ce gars-là en Belgique. Là, je dis il nous book un show, fait que moi j'arrive là-bas tout banal, puis la première fois que je le rencontre, je dis je connais tel homme, tu connais ton père, sa face qui change. Et là, moi, je me suis dit, OK, j'ai fait quelque chose de pas correct. Là, il nous découvre, lui. Il achète l'album, c'est lui le booker, il nous achète un disque. Puis, 1 an après, il vient à Montréal. Et là, on se parle, j'ai dit, on prend l'occasion de se parler. Puis là, il me dit, tu sais pas qu'est-ce que ça m'a fait de vous découvrir, genre, en plus avec ce que tu m'as dit par rapport à cet homme-là, le rapport avec mon père, en plus que tu parles de psychanalyse, j'ai mis le disque d'Héliodrome, mais ça a comme tellement été un moment particulier dans ma vie de l'écouter. J'ai dû l'écouter 5 fois en ligne. Puis c'est comme, il dit, j'étais tellement au plus mal de ma vie à ce moment-là. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse le ménage chez moi. Genre, il faut que je me prenne en main. Il faut que je commence à prendre des médicaments. Il faut que je change parce que, il allait lui-même se tuer probablement. Wow. Puis c'est jamais quelque chose. J'ai pas des messages d'espoir dans mes textes. C'est pas ça. Là, fait que je veux dire, quand je dis, il faut que tu sois dans un mind frame vraiment particulier pour rentrer à ça, puis que tu puisses avoir certaines références aussi. Parce que c'est hyper référentiel, qu'est-ce que j'écris. Puis ça, les gens s'en aperçoivent peut-être moins. Parce que je le cache sous des couches de sens. Fait que, mais il y a énormément de références à la psychanalyse, surtout de l'album d'Héliodrome, Le Jardin des espèces. Il y a énormément de références à la psychanalyse, du rapport à l'autre, justement. Puis c'est ça. C'est pas non plus très, très accessible, je pense. Fait que ça, on me le reproche, des fois. Et ton rapport par rapport à ça, est-ce que tu as déjà pensé... si tu me permets l'expression dumb it down ou si vous me permettez l'expression édulcorer ce que tu dis, le rendre plus accessible justement, est-ce que ça t'a déjà pensé, ton rapport à ça? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Mais à ma façon, je ne serai jamais capable. Mais
je me préoccupe moins, mettons, de la métrique puis de la rime. Fait que je suis comme plus free-flowing, plus association libre, qui est encore très psychanalytique. Puis c'est plus de faire dégager des images propres au rêve, peut-être, ou à des choses comme ça. Puis c'est ça, faire des associations de sens qui, d'entrée de jeu, n'en ont pas. Mais c'est juste en se basant sur des mots, en se basant sur le signifiant, puis en essayant de le transformer, puis de dire « Ah, quelle autre idée ça me fait penser, ce mot-là? » Ou comment ce mot-là est utilisé aussi dans un autre contexte, dans une autre phrase, puis que je peux prendre ce sens-là, puis tricoter à partir de ça, puis partir ailleurs. Fait que là, je suis plus dans cette... Je pense pas que je dumb it down, mais je pense moins à ce que j'écris, tu sais. Je pense encore, mais c'est moins... moi, en tout cas, le processus est moins intense de mon côté. Moins difficile. J'aime vraiment que tu abordes ce sujet-là parce que ça prouve comment il peut avoir une certaine recherche. Tu sais, on parlait d'artistes contemporains qui, souvent, c'est ça, c'est du one take ou sinon c'est du freestyle ou, tu sais, des fois, les textes... On a l'impression, à première vue, que les textes sont pas si travaillés, tu sais, mais de là à voir qu'un artiste comme toi, qui prend son temps, tu sais, elle va chercher différents sens, qui va chercher des associations, justement, qui cherche à ce que l'auditeur rentre dans son monde. Tu sais, c'est pas juste comme « regarde ce que moi je fais », c'est non, rentre, viens voir, puis peut-être que toi, tu vas te reconnaître là-dedans un peu. Est-ce que c'est ça la... Mais je pense, oui. Puis, mais en contrepartie, c'est que les gens sont comme « Ah, ben j'ai pas envie de faire l'effort ». Souvent. C'est trop compliqué. J'ai pas envie de m'asseoir et d'écouter un disque. Je veux juste l'écouter comme en background. C'est pas de la musique que tu écoutes en background, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Reste que socialement, je pense que le rôle de la musique change énormément, a beaucoup changé avec l'avènement d'Internet puis des sites de streaming. Puis de la playlist, là, étrangement, de l'algorithme et de la playlist. Ça a changé notre rapport à la musique. Et je pense que Léodrome s'insère très mal là-dedans. Tu sais, mais genre, si t'es dans une playlist puis que ça sort, tu vas être comme, what the fuck, genre, pourquoi ça, cette track-là? Là, je voulais juste faire mon ménage, genre. C'est comme, non, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, c'est comme un truc qu'il faut que tu t'assoies puis que tu ailles les textes puis que tu les lises puis que tu prennes ton temps, tu sais, de l'écouter puis de le découvrir. Fait que ça s'inscrit un peu en porte-à-faux avec ce qui se fait, genre, actuellement, musicalement. Ben, il y en a des gens qui font ça puis c'est tout à leur honneur, mais mettons le je dis mainstream, mais ça va au-delà du mainstream, parce que même certaines musiques sont pas mainstream, mais ils sont là-dedans aussi. Ils sont dans ce rapport-là. Tu sais, je pense à toute la question de la musique drone, par exemple, ou de la musique ambiante drone. T'as pas vraiment besoin de réfléchir pour l'écouter. Tu peux juste, moi, pour étudier, là, écouter des drones, là, genre la Monte Young, puis des affaires comme ça, Terry Riley, puis genre, moi j'étudie, je lis un livre, ça m'a, ça t'emporte. Ouais, mais ça me permet quand même de faire quelque chose. Je suis pas comme genre, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit, tu sais, le texte, qu'est-ce qui se passe avec le texte, en tout cas. Est-ce que c'est peut-être justement une ouverture d'esprit que tu as par rapport à ça? Parce que, comme tu le mentionnes, des fois, il y a des gens qui cherchent pas à savoir autre chose, pas pour les insulter, mais c'est qu'ils cherchent une certaine gratification ou un genre de sentiment, tu sais, instantané, tu sais, comme, OK, ça me fait bouger, let's go, j'aime ça, c'est ça que je veux. Tandis que la musique dont tu nous parles, à savoir Héliodrome, que j'invite les auditeurs à aller découvrir, s'ils ne connaissent pas déjà, c'est vraiment quelque chose, c'est immersif, c'est que tu veux que les gens rentrent dans ce... Ouais. Mais, tu sais, est-ce que... Je pense que notre rapport à la musique, principalement, est très, très narcissique, tu sais, puis très, très dans la satisfaction puis l'autosatisfaction, je pense. Oui. On écoute qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien, et ça nous fait du bien parce que ça nous ressemble, mettons, tu sais. Puis certaines personnes vont s'aventurer, mais je sais pas si... Je sais pas encore qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'aventure vers d'autres choses ou non. Ça, c'est pas une réponse que j'ai pu trouver. Parce que même des amateurs de noise, par exemple, c'est aussi très, très narcissique comme approche de l'écoute, je pense. Mais parfois, certains vont aussi dans d'autres choses. Ça dépend des gens. Là, on va parler des individus, ça va être différent. Mais en général, je pense qu'on a un rapport hyper autosatisfactionnel, ça se dit, d'autosatisfaction à la musique. Puis quand j'arrive à briser ça, ou peut-être pas le briser, mais juste à dire, tu sais, je vais aller écouter d'autres choses et je vais essayer d'y trouver un plaisir. Parce que je peux dire, je vais essayer d'écouter ça, c'est whack, je suis fini, ça m'intéresse pas, mais que, non, je vais essayer d'aller trouver du plaisir à l'écouter.
ben, c'est intéressant, mais je sais pas comment faire, tu sais. Parce que moi-même, je suis pas dans ce rapport-là nécessairement à la musique. Oui, j'aime ça découvrir des affaires qui vont me challenger, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que je vais écouter 15 secondes, puis je vais dire, ah non, ça me parle pas, j'ai pas envie. Ça t'interpelle pas? Non, dont tout le rap qui se fait maintenant, ou presque. Mais justement, si on peut parler de d'Héliodrome, justement, est-ce que c'est en réponse au fait que tu n'étais pas satisfait à ce qui se faisait présentement? Comment le projet d'Héliodrome s'est mis sur pied? Comment c'est arrivé? Non. Tu sais, ça a commencé en 2006, mettons, Héliodrome. 2008, le premier album est sorti. Ça fait quand même 12 ans, je pense. Rappelle-nous peut-être le premier album. La lumière ordinaire du jour, ça s'appelait. C'est aussi sur Endemic. Puis après, on a sorti des petits projets entre-temps, dont une cassette, un 7 pouces, 2 EP, genre, en CDR, tu sais, qu'on avait sorti limité. Puis là, le deuxième album, c'était genre quasiment 10 ans après, tu sais. Fait que on n'est pas pressé. Puis même encore le prochain disque, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais on n'est pas pressé. Mais est-ce que c'est en réponse à ce qui se fait? Non. C'est en réponse à mon insatisfaction par rapport à où moi j'étais, par exemple. Puis est-ce que je faisais comme qu'est-ce que je voulais faire comme musique et ce que Attache Tatuc amenait comme musique aussi. Parce que faut pas oublier que quand on a sorti... faut pas oublier, les gens ne le savent pas, mais quand on a sorti l'album Deluxe, Attache Tatuc en 2006, ça a été genre... Beaucoup de gens encore se réfèrent à cet album-là comme étant une genre pierre angulaire du mouvement rap-keb, surtout, puis tout ça, puis ce mélange-là du franglais, puis tout. Puis... OK, tu sais, oui. Moi, j'ai jamais été l'étendard d'un franglais. Si t'écoutes, j'ai un track là-dessus, puis si t'écoutes ce track-là, c'est en français. Français, là, j'utilise pas de termes en anglais ou de slang vraiment là-dedans. Fait que j'ai jamais été là-dedans, mais toujours, tu sais, même à ce moment-là, moi, j'étais insatisfait de ça parce que, tu sais, mettons, quand j'ai dit, on écoutait avec Traumaturge, on était tous dans le Def Jux, Ruckus, puis tout ça, puis là, avec Def Jux Ruckus, c'est comme fait, tu sais, les Anticon, puis les autres, genre Mosh Records, des affaires encore plus abstraites qui sont comme nées un peu en même temps, puis de ça. Puis genre peut-être d'autres scènes aussi, tu sais. Puis là, dans Attache Tatuc, ça commençait à se fractionner, là, tu sais. Fait que moi, j'ai été un grand Anticon fan, là, genre, puis c'est Mosh aussi, là, genre, puis là, j'écoutais tous les trucs là-dessus. Mais genre dans Attache Tatuc, non, là, tu sais, on est allé plus genre dans JD, tu sais, surtout, là, tu sais, mettons, puis... JD, en parlant de JD là? Oui, de JD là, puis, tu sais, tu vois, même le band, à l'époque, je me souviens même pas de leur nom, mais c'est le band de Détroit qui était avec les rappers. Avec JD là? Il y avait Slum Village. Slum Village, c'est ça. Mais tu sais, fait là, c'était comme cette sonorité-là qui, comme, oh shit, ça c'est nice. Puis moi, j'étais comme, c'est moins nice. Tu sais, je trouvais ça quand même correct. Puis est-ce que tu es en train de nous dire que tu n'es pas un fan de Jay Dilla? C'est correct. C'est correct. C'est correct. Je pense que le J-Lib, ça reste un de mes disques quand même vraiment fétiche. Là. Le J-Lib, je l'adore comme album. Tu sais. Mais parce que je pense que j'aimais plus Madlib aussi que JD. OK, d'accord. Puis, j'étais plus là. Moi, quand c'était devenu, tu sais, on était en 2002, mettons, 2003, j'étais plus là. Moi, j'étais dans le free jazz. Ça, là, moi, en 2001, 2002, genre, c'était comme le rap, fuck that. J'écoute du free jazz, genre, tu sais, puis c'était ça, là. Tu sais, moi, c'était une découverte, là, en 2001, justement. OK. Je découvre le free jazz à la Casa del Popolo. Ça faisait pas longtemps que ça avait changé, là. C'était genre... c'était un autre bar avant, comme... truc articulé, je pense, là, ça s'appelait. Ça a transformé en Casa del Popolo, avait eu un festival de jazz. Je sais pas si c'était cette année-là, mais bref, je vois le show de Peter Brotzman avec Hammett Drake puis William Parker, un trio, Die Like a Dog trio. Puis, je connaissais rien du jazz. J'avais un ami, un de pic, qui faisait les beats pour Traumaturge, puis un peu pour Attache Tatuc, qui travaillait au Archambault, puis il travaillait dans la section jazz. Fait que là, il m'avait prêté des disques, j'avais écouté des affaires, dont un disque, c'était Peter Brotzman avec Bill Laswell, qui s'appelait Low Life, tu sais. Bassiste, tu sais. Puis, là, j'étais comme, oh shit, ça c'est nice. Puis c'était comme vraiment dark. Là, je vois son nom dans, je pense que c'est dans Le Voir ou le Ici. À l'époque, tu sais, t'avais le Ici. Là, je vois qu'il fait un show à une place que je connais pas, genre. Je suis comme, oh shit, tu sais. Je vais aller voir ça, genre. Je connais pas ça, tu sais. Je connaissais pas les deux autres, là. Hammett Drake, William Parker, j'avais jamais entendu parler d'eux. Pour ceux qui savent pas c'est qui, je pense que c'est des encore à ce jour, là, mais il y en a qui pourraient s'obstiner, mais je pense que c'est des maîtres là, dans le jazz. Hammett Drake, c'est un drummer, puis William Parker, un contrebassiste.
c'est tellement, genre... je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment les musiciens les plus incroyables que j'ai vus de ma vie en show. Et surtout cette première fois-là, parce que, tu sais, quand je te disais, je sais pas qu'est-ce qui nous pousse à écouter d'autres choses, à découvrir d'autres choses, mais là, genre, mind blown, tu sais. Ouais. Mais genre, fois 1000. Puis là, je suis jamais revenu de ça. Fait que là, moi, j'étais comme, you know what, le rap, fuck it, c'est le jazz, le shit, genre, tu sais, fait que, puis c'est ce qui m'a amené à faire, genre, mon espèce de mixtape en 2005 qui s'appelait L'effet du maintien réciproque, qu'on peut downloader sur ledome.com aussi, mais ouais, c'était comme juste un mixtape parce que j'ai mis mes tracks sur des tunes de jazz, tu sais. Fait que j'ai juste pris des tracks de jazz que je connaissais puis que j'aimais, puis je me suis tapé à rapper dessus, tu sais. Puis le résultat est intéressant. Puis, mais là, je me disais, il faut que je fasse ça live, tu sais. Ouais. Fait que je savais pas trop comment faire ça live. Je l'avais fait un show au Francophonie, je faisais un track comme ça, genre où on mettait comme une tonne de jazz, je me souviens plus c'était quoi. Puis je rappais par-dessus, tu sais, genre, mais c'était juste comme un peu un skit dans les shows à Tâche-Tatuc où j'étais jamais vraiment à ma place. Où j'étais le bienvenu, mais je me sentais pas trop à l'aise. J'étais comme, tu sais, j'ai juste une track cet album-là. C'est pas ce track-là que les gens parlent non plus. Tout le monde était comme, genre, whatever, plastique doré, chips, ou, ou les tunes d'arnaque qui étaient vraiment plus nice, je pense. Tu sais, il faut y donner aussi. Puis là, c'était comme, tu sais, moi, c'était comme, whatever. Tu sais, c'était genre le moment relax de cet album-là. Mais pourtant, c'est là, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que c'est là que ça a commencé peut-être la genèse de du fait que tu voulais aller plus loin, dans le fond. Je voulais aller plus loin. J'ai travaillé plusieurs années avec des musiciens. J'avais fondé l'ensemble Kes-Jean, qui était comme un groupe d'improvisation, qui était aussi que du freestyle avec que des musiciens pour qu'on improvisait. Ça, des choses qu'on ne sait pas. Ça, non, mais ça n'a pas été... Tu vois, on a fait un disque que j'ai sorti par mes propres moyens, mais il n'y avait pas de parole dessus. Parce qu'à un moment donné, j'avais booké un show, puis il y avait un musicien de Pittsburgh qui était venu, puis après ça, on l'a amené en studio, puis on a tapé. Je pense encore un très beau disque de musique expérimentale. Mélange folk, synthétiseur, puis qu'à l'époque, c'était comme... wow! Puis weird, là, genre, d'impro, mais je pense que ça reste un très beau disque encore. Mais il n'y avait pas de parole. Okay. Mais l'ensemble Kes-Jean, oui, c'était comme vraiment juste de l'improvisation. Fait que c'était avec plusieurs musiciens de la scène, mettons, montréalaise. Puis c'était tout le temps différent. Il n'y avait pas un noyau régulier. Ouais. Ça changeait. Il y avait certains musiciens qui j'étais plus associé. Entre autres, Eric Gingras qui est dans Héliodrome, qui jouait de la contrebasse. Puis Will Isolini qui était dans Chalabi Effect à l'époque, qui jouait des tablas. Okay. Puis Justin Evans qui était comme un gars qui travaillait dans un magasin de disques qui venait de Vancouver, qui était devenu mon ami parce que j'étais tellement un fan de jazz. Puis que lui aussi. Puis qui jouait, mettons, du Rhodes, ou il jouait d'autres instruments aussi. Puis à ça se rajoutait genre d'autres personnes. C'est rajouté Pascal Langlais avec qui j'ai formé Héliodrome, le YPL. Là, lui est rentré dans cette band-là à un moment donné. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un drummer, et j'ai dit, j'ai besoin d'un gars qui va jouer du MPC, tu sais. Puis je l'avais rencontré dans un show. Lui, c'était un ami de Figure 8 qui faisait les beats pour Omnicron. Oui. Mais lui aussi était dans cette idée-là, genre, je veux faire d'autres choses. Puis c'était un grand fan de free jazz. Fait que là, quand on s'est rencontrés, c'était comme, oh shit, je peux avoir un one-man band un peu, tu sais. Parce qu'il travaille avec les samples beaucoup. Puis ça va être bien moins compliqué que d'avoir un band, puis de faire des pratiques, puis de se voir, puis de gna-gna, puis que l'autre, il peut pas venir parce qu'il y a quelque chose. Surtout que tu étais déjà dans cette dynamique-là avant. Avec Attache-Tatuc. Avec Attache-Tatuc, on s'arrangeait. Tu sais, si quelqu'un ne pouvait pas faire le show, c'était correct parce que tu avais les autres qui faisaient les tracks, tu sais, ou, mettons, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, Ras ne pouvait pas être là, D allait faire son verse, tu sais, ou Egypto, il allait faire le verse de Ras dans la tune qu'il y a avec D, tu sais. Fait que c'était comme correct. On connaissait quand même bien nos tracks pour pouvoir les faire. Mais là, c'était plus pratique, dans le fond. Ouais. D'avoir juste une personne. Ouais. Mais après, on s'est comme... C'est pas qu'on s'est tanné, mais il y a quelque chose de dire, c'est le fun de jouer avec du monde aussi. Fait que là, Héliodrome, maintenant, on est comme 5 musiciens. Donc, c'est trombone, bass, drum, puis slide guitare, tu sais. Fait qu'on... Wow. Bass, trombone, slide guitare. Ouais. C'est un ensemble intéressant. On a scrappé l'MPC, mais pour ajouter un drummer, parce que ça donne quelque chose aussi... c'est plus organique? Ça reste... Oui, puis tu sais, ça reste cette idée-là de faire du free jazz. Tu sais, je veux dire, c'est toujours ça qui est en arrière aussi, tu sais. Je suis jamais allé là, parce que je pense...
c'est déjà fait. Il y en a du free jazz avec du spoken word. Il y en a eu des gens qui l'ont fait et qui le font beaucoup mieux que moi. Mais c'est de dire, OK, comment on peut faire aussi quelque chose de différent? Oui, peut-être qu'ils vont emprunter à ça, mais qui ne sera pas ça. T'sais. Il faut dire, sans t'encenser, parce que moi, je suis le plus gros fan de tout le monde, pour vrai, là, mais c'est que c'était francophone aussi. En toute franchise, il y a eu le slam à un certain moment donné. Je pense à NAP, New African Poets. Le gars de Abdel Malik. Mais c'est que ce que vous avez fait, ce qu'Héliodrome a réussi à faire, c'est vraiment ce mariage du free jazz et du rap. J'ai pensé, j'ai fait quelques petites recherches. Il y avait des groupes comme Digable Planet, je sais pas si tu as entendu ça dans le temps, qui mélangeaient justement le jazz quand même et qui ont rendu ça quand même assez commercial, que c'était acceptable. Mais là, ce qu'Héliodrome propose, c'est quelque chose de vraiment totalement différent. Puis encore là, on invite l'auditeur à rentrer dans le monde du groupe. C'est ce que je trouve qui est vraiment... Si ça interpelle... Parce que d'après moi, c'est beaucoup ça, la musique. C'est que ça doit te rejoindre à quelque part. Je sais pas si peut-être tu peux... être d'accord avec moi. Moi, je vais juste parler. Mais tu sais, parce que souvent, la musique, c'est que ça te rappelle des moments. La musique, c'est que ça te ramène à « Ah, ouais, ça me rappelle de mon adolescence, mon secondaire, ou « Ah, j'ai écouté ça, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ça. » Puis, tu sais, et comment, personnellement, j'ai découvert Héliodrome, c'est un de mes amis, salutations, Jonathan Legault, qui me parlait du fait que, ouais, il y a un gars, Héliodrome, ouais, mais il était dans un groupe avant, Attache ta tuque, Traumaturge, non, faut que t'écoutes ça. Et quand j'ai réussi à écouter, c'était une révélation parce que c'est là où tu vois aussi que le rap peut ouvrir tes horizons. C'est ce que je trouve qui est intéressant et qu'on doit partager à travers Rap Class. C'est le fait que le rap, c'est pas encore une fois, l'expression anglaise, c'est end all, be all. C'est pas juste que, OK, t'es dans le rap et tu vas rien écouter d'autre. Au contraire, le rap peut ouvrir tes horizons à explorer d'autres choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, merci. mais je pense aussi, tu sais, l'affaire, puis ça, c'est une question que moi, je me pose, puis je sais pas à quel point les autres la posent, les gens de ma génération, tu sais, de rappers, mais c'est comment tu restes relevant à 40 ans dans ce que tu fais, tu sais. Pour moi, j'ai un malaise des fois quand j'entends des gars faire ce qu'ils faisaient en 95 encore aujourd'hui, tu sais. Je me dis, OK, tu sais, c'est correct, mais... L'évolution est où? Il y en a sûrement une, mais je suis pas en mesure de l'apercevoir. Il y en a eu une évolution, mais moi, quand je l'écoute, je suis comme « Ah, mais ça me parle pas. Ça m'interpelle pas. C'est pas un monde... » Puis ils pourront dire la même chose de ma musique. Sûrement qu'ils disent la même chose de ma musique, mais c'est pas un monde où j'ai envie de rentrer, tu sais. C'est comme... c'est déjà vu. Oui, puis c'est comme des fois... Puis là, surtout, il y a des fois une esthétique de texte. C'est rare que les textes mûrissent en même temps, tu sais. Fait que c'est comme, tu rappelles la même affaire en 96, tu sais, je veux dire, pourquoi? Tu sais, je veux dire, T'as pas fini d'en parler? C'est comme... Genre, tu sais, là, tu bois des 40 puis tu fumes du weed, c'est correct, là, genre, ça va. Mon mic, mon blunt, mon 40, là. Mais... Et inversement, c'est intéressant que tu dises ça, parce que des gars qui rappent la même chose qu'ils rappaient en 96, mettons, et l'envers de la médaille, ce serait peut-être un gars qui rappait en 96, mais que là, maintenant, en 2018, il a changé son flow. Maintenant, c'est... Ouais. Ça, je sais pas. Cette scène-là, je la suis pas. Je la connais pas. Puis, tu sais, je me trouve stupide, mais... J'ai les mêmes réflexes que nos parents ou les gens qui connaissaient pas le rap en 95 puis qui écoutaient du rap puis ils disaient « Ah, mais ça sonne tout pareil. » J'ai ce réflexe-là quand je l'écoute. Fait que je me dis « Ah, je veux pas être ce gars-là, mais j'ai pas envie de l'écouter, fait que je l'écouterai juste pas, tu sais. » Mais j'ai l'impression... Fait que c'est ça. Mais je sais que c'est pas vrai, mais tu vois... Je parlais avec Toast Dog récemment, puis il a participé à une série sur mafabrique.tv, sur les beatmakers. Yes. Puis à part la fille Foxtrot, là, j'avais l'impression que c'était tout pareil. Je sais que c'est pas tout pareil, genre, puis je m'en rends compte, mais je suis là, shit. On dirait que c'est toute la même esthétique quand même qui est reprise. Puis je pense que c'est une question d'esthétique. Fait que je vais le mettre dans un je vais utiliser l'esthétique dans un terme large, tu sais. Mais c'est une esthétique qui est très semblable. Fait que tu sais, t'as genre High Classified, Toast Dog,
Ken Lo qui fait les beats aussi. Qui que je manque là-dedans? Foxtrot. Je sais pas si je manquais quelqu'un, mais... Ah oui, puis Vince de Dead Vince Carter, yes. Puis je me dis, mais c'est la même esthétique, tu sais. C'est comme les quatre sont comme, là je vais mettre des hi-hats, là, genre, c'est comme, OK, tu sais, genre, je comprends, tu sais, puis c'est un vibe que j'entends, puis que je vois qui marche, tu sais, puis c'est cool, puis c'est tant mieux, tu sais, mais je suis comme, moi, je suis pas là encore. Peut-être que je n'irai jamais là non plus. Mais ça a donné un ton des chicanes, justement, avec Toast Dog. Comment ça, t'as pas écouté le nouvel album d'Eman, puis Vlooper? Je suis comme, tu sais... Il est chill, Eman. Il est chill, ouais, mais je l'ai pas écouté, le disque, tu sais, je m'excuse. Puis tu sais, il y a des tracks que j'ai aimés, que j'ai entendus comme ça, un track comme ça, Loud. T'as pas encore écouté l'album de Loud? Ben non. J'ai écouté un ou deux tracks que je trouvais chill, mais tu sais, l'album... C'est correct, là. Je sais pas. Il y a d'autres albums. Je consomme beaucoup de musique. Puis je me dis, c'est du temps que j'ai investi aussi. C'est vrai, hein? J'ai pas de temps à perdre. C'est vrai. C'est plate, là, mais tu sais, j'investis mon temps dans l'écoute que je vais faire aussi de musique. Fait après écouter des choses qui vont pas me plaire, mais tu sais, là, ça revient contredire ce que je te disais tantôt de comment est-ce que tu écoutes des choses qui sortent de ton champ de référence, tu sais. Ouais. Puis là, je pense que là, moi, je suis pris. Il faudrait que j'aie peut-être plus de temps pour écouter de la musique. Puis c'est du temps que peut-être je m'accorde pas ou que je prends pas. Mais j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup de temps d'écoute de musique. Cette notion-là est vraiment intéressante, la notion de prendre le temps d'écouter la musique. Et ça va beaucoup avec des choses que tu as mentionnées. Tu vois, ça, c'est la preuve que j'écoute. Hein. C'est que maintenant, ça fonctionne beaucoup avec des playlists, des algorithmes. Donc, c'est plus quelqu'un qui te fait découvrir la musique, par exemple, à la radio ou des VJ comme on avait à Musique Plus dans le temps. Ou même le fait de prendre un album. Tu sais, tu mettais un album dans un lecteur CD ou sur une table tournante et tu avais cet album-là. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, par exemple, mais moi, j'avais un album, par exemple, que je mettais dans mon CD player, puis je l'écoutais au complet. Tu sais, même si, OK, j'allais skip 2-3 tracks peut-être, ou même des fois, je me donnais cette... comment je pourrais dire, ce défi-là, comme, ouais, c'est vrai, cette chanson-là, j'ai jamais écouté, puis je l'écoute, puis finalement, je vais le dire... en toute franchise, Take It in Blood de Nas dans It Was Written, j'ai toujours skip cette chanson jusqu'à ce que je la vois en show. Puis mon ami est comme, t'as jamais écouté Take It in Blood? Puis la face qu'il m'a fait, j'étais comme, OK, ouais, j'ai écouté toutes les chansons dorénavant sur un album. Mais tu sais, tout ça pour dire que, pour revenir à ton point, c'est que la façon dont on consomme, le temps qu'on prend, parce que c'est vraiment ça, c'est pas un exercice, mais c'est que tu prends ton temps pour écouter quelque chose, versus maintenant, ce qui est beaucoup instantané, c'est beaucoup, ça a beaucoup de likes, ben quelqu'un l'a share, ben OK, ouais, je vais écouter, c'est sur ma playlist de Spotify, OK, let's go, je vais l'écouter, ça joue tout de suite, ben ça va juste jouer, tout ça. Fait que ça, ce rapport-là, comment tu trouves ce rapport-là? Ce nouveau rapport-là. Je le trouve fucked up, mais tu sais, j'ai utilisé le mot investissement tantôt, je pense. Puis, à mon grand désarroi, je veux dire, il y a des penseurs qui se sont beaucoup penchés sur cette question-là du néolibéralisme, par exemple. Tu sais, je pense à Michel Foucault et la gouvernementalité, sur comment on est amené à penser notre rapport à nous-mêmes, mais le rapport aux autres en termes économiques. Ouais. Et ça devient comme une genre de vérité, mais qui a dit que c'était une vérité? Ça ne l'est pas en réalité, c'est ça? Ça ne l'est pas. C'est comme une imposition d'un pouvoir qui est abstrait, qui nous impose un peu ça, puis nous, on se plie à ça. On est comme, ouais, for sure, tu sais, genre, investissement, économie, bénéfices, gain, blabla, tu sais, puis on réfléchit comme ça. On commence à réfléchir comme ça, même nos relations, même notre rapport à la musique. Je l'ai utilisé, le mot, tu sais. Mais c'est, tu sais, puis je trouve que c'est malsain, tu sais. Je trouve ça, c'est malsain, puis je me dis, ça contribue à nous amener dans un fossé social et culturel assez profond dans lequel on ne s'en sortira jamais. C'est peut-être pour ça un petit peu que tout se ressemble un peu, hein? Peut-être, tu sais, oui. Ben, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. T'sais. On veut que ce soit... Je peux pas dépenser mon temps comme ça, puis que... faut que j'aie un bénéfice tout de suite. Il faut que ce soit gratifiant, il faut que j'aie un bénéfice instantané. Ou sinon, je vais avoir perdu mon temps, parce que mon temps, il peut être utilisé pour faire d'autres choses, pour faire mon CV, pour me mettre à jour sur les séries Netflix que j'ai pas vues, pour faire d'autres... Je veux dire, parce qu'on est tous notre propre entrepreneur, maintenant. C'est ça, le discours. Fait que là, j'ai besoin de développer mon entreprise, Ben, j'ai besoin. C'est pas vrai, c'est ce qu'on nous dit de faire, mais c'est ce qu'on fait pareil, tu sais.
Tu vois, j'ai trouvé encore une fois une transition toute trouvée. C'est parce qu'on en avait parlé avant, en pré-entrevue, pardon. Le fait que maintenant, justement, l'éclatement des plateformes. Parce que là, tu me parles du fait que tout le monde veut être son propre entrepreneur. Et ce qui est venu maintenant, l'avènement de l'Internet a fait que c'est la démocratisation de la parole. Tout le monde a une parole. Tout le monde a quelque chose à dire maintenant. Tout le monde peut se créer un avatar, un compte, peu importe. Puis là, tu as quelque chose à dire soudainement. Tandis que ça a toujours été le cas. Tout le monde avait toujours une voix en réalité, mais tu n'avais pas toujours un endroit où ta voix allait porter, où on allait pouvoir t'entendre. Mais là, c'est que n'importe qui peut créer un podcast, n'importe qui peut avoir un channel YouTube, n'importe qui peut avoir une émission de radio sur Internet. Et ça, ce rapport-là, comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves que c'est bénéfique à la scène? Est-ce que ça amène des choses intéressantes? C'est une bonne question. Je le sais pas. Je pense que ça l'amène. C'est sûr que à chaque fois qu'il y a une certaine démocratisation, je pense que c'est bénéfique. Dans le sens où on sort de certains sentiers hyper dirigés, contrôlés, avec des gens qui sont on top of it, puis qui décident. Et là, on sort un peu de ça. Mais en contrepartie, ça va dans tous les sens. Fait que ça me demande de développer un esprit critique. Et ça, je pense souvent, ça manque. C'est-à-dire... Et plus ça va, plus je me dois d'être critique. Mais de tout, tu sais. Littéralement tout. Là, de whatever mouvement social qu'on voit sur Internet ou tout ça, peu importe lequel, je me dois d'être critique par rapport à ça. Et ça, c'est genre... Ou sinon, sinon, je pense que c'est la mort. Je dis ça comme ça, mais on se laisse embarquer dans des choses qui sont horribles. Puis name it, là, mais que ce soit... Tu sais, mettons, il y avait le débat, que ce soit les questions de racisme ou xénophobie, tu sais, genre la meute, les immigrants au Québec, blablabla, tu sais, genre, c'est comme, je tombe là-dedans. L'inverse, le discours aussi, genre, tu sais, antifasciste ou tout ça, mais à l'extrême. Tu sais, puis là, je me dois aussi d'être critique à ce discours-là, parce que sinon, je reproduis encore une autre forme de fascisme, je trouve, tu sais, mais à l'opposé. Fait que c'est de dire, mais comment j'arrive à garder une posture qui est saine, tout en étant critique, je trouve ça très difficile. Puis ça, on ne l'enseigne pas nécessairement, cette vision critique-là. Cette pensée critique aussi. Non, c'est ça. Mais on ne nous l'enseigne pas, ou très peu. Mais vas-y. Je t'interromps parce que c'est même pas une interruption. En fait, c'est que on discute. Voilà. Puis je complimente ce que tu es en train de dire, ou je le complète plutôt, à savoir que l'esprit critique aussi, surtout dans le rap, dans le hip-hop, les haters, c'est ça, la critique aussi. Tu sais, fait que maintenant, comme tu le dis, il faut que tu en aies un esprit critique. Mais c'est que en contrepartie, si je peux utiliser ce terme-là que tu as utilisé, c'est que là, t'es un hater, là. T'es un hater. Hey, tu hates, si man. Tu savais le nombre de fois qu'on m'a traité de hater Pour vrai? dans ma vie. Tu sais, genre... Est-ce que j'ai assez de doigts puis d'orteils? Non. C'est pas toutes les mêmes personnes. OK, au moins. mais tu sais, oui. Comment je pourrais dire? Tu sais, mettons, il y a un gars récemment qui... encore là, Toast Dog, j'ai eu une discussion avec lui récemment, puis c'est comme un peu ma porte sur... ce qui se passe. Ouais. Okay. Puis il me dit, il y a un gars qui a fait un article, genre, qui va paraître dans je sais plus quelle revue, Liberté, je pense, sur le whitewashing du hip-hop, tu sais, genre, puis là, il est à la radio, puis... je sais pas trop quoi, mais là, tu sais, Toast Dog fait les beats, genre, pour Brown, tu sais, donc... Shout out Jamai, Snail Kid. Fait que là, c'est comme, tu sais, puis je pense que Jamai, il est pas nécessairement d'accord avec cette vision-là, puis tu sais, bon, puis naturellement, les protagonistes blancs de la musique hip-hop sont pas d'accord non plus avec la question du whitewashing, en tout cas, la plupart, certains sont d'accord, moi, je suis un peu d'accord, mais même, tu sais, puis là, lui, il est comme, c'est comme un hater, tu sais, genre, parce que là, c'est comme, là, il y a comme, on accorde une place au hip-hop parce que c'est des Blancs qui le font. Je pense qu'il a raison. Puis, mais je pense aussi qu'il faut être critique du discours que ce gars-là tient aussi en même temps. Tu sais, puis, tu sais, fait qu'il y a comme, là, on est tout le temps peut-être en train de hater, mais, tu sais, il faut hater même le hater en nous. Le remettre en question. Oui, puis hater les haters, mais pas... Il faut pas que ça soit final. Ouais. Dès que je commence à porter un jugement et que je l'exécute, ce jugement-là, puis que je discrimine, je
je suis comme le juge et le bourreau en même temps. Puis, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ouais. Dans toute chose. Il faut faire attention parce que quand je me mets dans cette position-là, je peux créer beaucoup de tort, alors que des fois, c'était pas nécessaire. Alors que souvent, je pense que je fais du bien, que je pense que je défends une cause, que je pense juste, puis tout ça, mais à quel prix, à quel prix? À quel prix je fais ça? Parce que je suis pas en train de faire une espèce de reproduction sociale de ce que je suis en train de critiquer aussi. Parce que si je veux vraiment que la société change, j'ai pas de solution, mais moi, ma solution, c'est de dire, je dois être critique de la critique. Ouais. Et critique de la critique de la critique. Il y a un auteur que je lisais récemment qui parlait de la question de l'écoute. Il dit, je dois m'entendre entendre, parce que je suis jamais tout seul qui entend. Wow. J'entends toujours un autre qui m'entend et vice-versa, et je dois m'entendre entendre pour avoir cette espèce de regard réflexif là, sur moi-même. Ouais. Puis je pense qu'il a raison. C'est très profond. C'est très profond. Ça me fait même penser à... Tu vois, je trouve souvent des parallèles avec le rap. Je trouve que le rap, ça, en tout cas pour moi, ça s'applique à toutes les facettes de la vie. Et si je pourrais peut-être traduire l'auteur dont tu parles, c'est Common Sense qui disait « If I don't like it, I don't like it. That don't mean that I'm hating. Tu sais, si je l'aime pas, c'est juste que je l'aime pas. Ça s'applique pas à moi. Je me reconnais pas dedans. Mais j'ai pris la peine d'écouter. Puis tu sais quoi, c'est juste que la réglisse, non, moi j'aime pas ça pour vrai. Tu sais, le sambuca, c'est pas mon drink pour vrai. La gauche lager, non. Puis c'était tout à son honneur à Common. Je pense que j'ai beaucoup d'estime pour ce rappeur-là. Dès le temps de Black Star. Absolument. Non, excuse-moi, pas Black Star, mais je me mélangeais. Je sais pas pourquoi quand tu as dit cette citation-là, ça me fait penser à Mos Def puis Talib Kweli. Mais pas Black Star, mais de l'époque de Common, de ces disques qui étaient justement... C'est Ruckus, justement. Les premiers. Entre autres, moi, j'ai entendu sur une compilation, si je me trompe pas, à l'époque, mais... Common? Ouais. Ben ça aurait été sur... ben il y avait 1999 qui est sur Soundbombing. C'est ça. Et Common sur sur les compilations, il me semble que c'est pas mal ça. Sinon, il y avait une autre Jeep. Jeep something, une chanson Jeep. Mais ça, c'était son premier album, en tout cas. Mais ta station me fait penser au track. Tu me ramènes à des choses que ça fait longtemps, mais je sais pas si c'est le titre du track, Player Hater, de Black Star, de Talib Kweli puis Mos Def. Non. En fait, cette citation-là, ça vient de son album Like Water for Chocolate. Ouais, la station Common me fait penser à ce track-là. Quand tu as dit ça, je me suis dit, shit, c'est comme un peu comme dans le track. Puis là, c'est pour ça que j'ai fait de l'association, mais je me suis trompé, mais je pense que c'est tout à l'honneur de Common, cette réflexion-là. Mais encore là, je me dis, même ce que j'aime pas, souvent, c'est une construction sociale. Et ça, je dois le questionner. Pourquoi est-ce que j'aime pas quelque chose? Puis quand je fais de la réflexion critique, c'est de dire, il y a un construit qui m'amène à avoir des goûts aussi. Ces goûts-là, ils sont construits, ils sont conditionnés socialement pour la plupart du temps. C'est pas génétique, c'est pas inné, ces goûts-là. C'est construit, c'est ça que je dois regarder. J'ai pas besoin de le déconstruire et de dire non, OK, il faut que j'aime tout. Non, mais je me dois de regarder et de dire comment ça se fait que j'en suis venu à aimer ça et pas telle autre chose. Puis, la question du whitewashing, puis est-ce que c'est mon privilège blanc qui me fait, qui me fait écouter ça, aimer ça, puis versus les autres que j'aime pas, ou puis ça, je pense qu'on se pose pas la question, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Easy S ou Flawless Gretzky, tout le monde en parle? Il y a plein de raisons, mais je pense qu'il faut se poser la question du privilège quand même. Est-ce que c'est mon privilège blanc qui fait qu'ils sont pas là? Mettons, si j'étais programmateur ou recherchiste pour ces émissions-là, je me devrais me poser la question. Après, je ne suis pas obligé d'y répondre. Je ne suis pas obligé de dire OK, il faut que je fasse de la discrimination positive, par exemple. C'est pas une mauvaise chose, mais pour moi, ça, c'est pas non plus nécessairement une réponse. C'est pas une mauvaise réponse, mais c'est au moins si je me pose la question, déjà, je trouve que ça entraîne une certaine ouverture. Ben oui, tu es sur une piste Ça va prendre du temps, peut-être, mais au moins, on est plus ouvert. Puis c'est-à-dire, il y a un dude qui parle du privilège blanc puis du whitewashing. Pour lui dire, c'est un câble, il n'y a pas rapport. C'est-à-dire, OK, c'est quoi, moi, mon privilège blanc? Comment est-ce que ça est venu en ligne de compte? Et dans le rap, maintenant, si je parle par rapport à moi, comment ça m'a servi, nuit, aidé ou pas pendant mon processus, mon parcours dans le rap? Comment ça m'a amené à me percevoir même en tant que rappeur blanc, dans une scène qui n'était pas, moi, blanche à l'époque. La majorité des rappeurs que j'écoutais
oui, il y avait quelques blancs, là, tu sais, Revolution dans Shades of Culture, mais tu sais, Beastie Boys, mais c'était beaucoup des Afro-Américains, anyway, ce que j'écoutais, tu sais. Fait que c'était comme, Fait que j'ai besoin de me questionner aussi sur le parcours que moi, en tant qu'artiste, mettons, blanc, ben, dans le rap, comment je suis rentré là-dedans, tu sais. Puis qu'est-ce que je dois à cette culture-là. Il y avait eu une citation qui avait fait chialer les gens, là. Je sais plus c'était qui, Lord Jamar. Lord Jamar, de Brand Nubian. Brand Nubian qui avait sûrement dit... à Vlad TV. Vous êtes des invités dans le rap? 100% d'accord avec lui. Puis, tout le monde était comme « Yo, il est cave! Non, man, il a 100% raison. T'as un invité là-dedans, tu sais. Puis c'est correct d'agir de la sorte, tu sais. Puis qu'est-ce que ça change, anyway, tu sais? Tu sais, t'es le bienvenu. Ben ouais. T'as été le bienvenu. On t'a accueilli. Mais t'es pas dans ta maison. Puis, ben, il a raison. Moi, j'ai jamais contredit ça. Je me suis dit, il a tout à fait raison. Puis, à quelque part, je me dis, tu sais, là, je réfléchis pendant que je te parle, c'est tout ça qui m'a... Tu sais, c'est tout ce genre de réflexion-là aussi qui fait que je m'associe plus non plus au rap, vraiment, tu sais. Un petit peu, mais de moins en moins aussi, tu sais. Et c'est pas parce que j'aime pas ça, je l'écoute encore beaucoup de rap, mais du rap des 90s, là. Alright. Tu sais, mais je veux dire, j'aime encore le rap, j'aime encore ce que ça représente, mais je m'identifie moins pour plein de raisons. Et ça, c'est peut-être une raison. Puis c'est pas mauvais parce que je respecte ça. Tu sais. Je respecte que pendant peut-être une période de ma vie, j'ai été l'invité chez quelqu'un et cette personne m'a fucking bien accueilli. Tu sais. Et je dois tout le respect que je dois à cette culture-là, puis qu'aujourd'hui, je pense que ça n'a même plus de valeur. On parle de culture hip-hop aujourd'hui. Je pense que ceux qui en parlent encore aujourd'hui sont comme, yo, man, tu t'attaches à des choses qui sont mortes et qui sont en train de mourir solidement. Mais quand même, tu sais, puis moi, c'est comme si tu m'as accueilli chez toi, dans une place qui m'a permis de me développer, de grandir, j'ai tout le respect, tu sais. Fait que c'est correct. Puis oui, tu sais, c'est pas à moi. Je peux pas même m'approprier ta maison, me dire non, c'était chez nous, puis whatever. Non, fuck that, tu sais. Puis je pense que le rapport que je vais entretenir avec l'autre, avec un grand A, mettons, ben, il va être plus riche. Tu sais, c'est comme ça que je le vois, là, mais beaucoup plus riche. Ça me fait penser, tu vois, je réfléchis en parlant aussi, salutations, rest in peace à Claude Péloquin. Grand poète québécois. Et c'est une pièce qui s'appelle L'Indien, si je ne me trompe pas, qui disait il se réveille, il sort de son tipi, puis il y avait une track qui était déjà faite. Tu sais, c'est comme si... C'est tout ça pour dire que, tu sais, lui, l'Indien, il était déjà installé. Pour dire que, pour faire la métaphore ou l'analogie avec le rap, où le rap avait déjà, comme tu le disais, une certaine structure, il y avait déjà des acteurs qui étaient reconnus, où on associait ça à certains types de personnes. Et du jour au lendemain, ben là, c'est devenu que, surtout au Québec aussi, ben là, ils sont rendus à Tout le monde en parle, ils sont rendus aux francopholies, ils sont, ben là, on fait un 20 ans du hip-hop au Québec, tandis que il y avait des gens qui étaient là depuis le départ, qui ont fait en sorte que cette scène-là vive assez pour que là, vous soyez intéressés. Une autre chose aussi, c'est que, je sais pas si tu peux abonder dans le même sens, mais c'est que le rap, surtout le rap, je sais pas pour les autres types de musique, mais le rap, c'est un des seuls genres musicaux où t'as pas besoin d'aimer le rap pour travailler dedans. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui travaille, qui book des shows, mais il n'écoute pas de rap pour de vrai. C'est comme le rap, mais c'est juste sa job. Tu sais, c'est une job, dans le fond. Peut-être, je sais pas. Je pourrais pas dire, mais ça se peut. T'as peut-être raison, mais je pourrais pas... je peux pas comme continuer cette réflexion-là. C'est une nouvelle réflexion, je sais pas. Mais t'as peut-être raison. Je passe du coq à l'âne, mais c'est sûr que je pense que dans les structures de l'industrie musicale... mais aujourd'hui, je ne sais plus si c'est vrai. Mettons, je parle au Québec. Peut-être qu'il y a 5 ans, 10 ans, les gens qui bookaient puis tout ça, parle-nous-en, justement. Mais aujourd'hui, je ne le sais pas. Parce que je pense que le rap, maintenant, ça s'est... ça s'est démocratisé? Oui, démocratisé, diffusé dans la musique populaire aussi. Je te parlais de la culture hip-hop. Avant, je pense qu'il y avait cette fonction-là de la culture de définir. Puis de mettre une frontière que c'était des fois plus ou moins facile de traverser ou pas. Et je pense que la frontière était plus fermée c'était plus à l'époque. hermétique. Oui, à l'époque. Graduellement, ça s'est ouvert. Là, je pense que c'est juste fini. Non, c'est sûr. C'est comme,
Fait que parler d'une culture hip-hop sans que ça définisse quoi que ce soit, parce que je pense plus que ça peut définir, tu sais. Dès que tu as eu les Neptunes qui ont fait des beats pour genre Britney Spears, c'est comme, c'est fini, là. Ouais. C'est fini. C'est juste ça. C'est juste fini. Puis c'est correct, tu sais. C'est It's comme... done, son. Ouais, tu sais, puis que Kanye, il marie Kim Kardashian, c'est fini. C'est genre, that's it, tu sais. On est ailleurs, tu sais. Ouais. Fait on peut plus vraiment... Je pense que maintenant, tout le monde écoute du hip-hop. Même sans le vouloir aussi. Oui, à part peut-être des gens plus âgés ou whatever qui n'ont jamais vraiment écouté ça. Mais la majorité des gens en écoutent, tu sais, maintenant. Tu sais, au pire, tu sais, bon, c'est comme cliché, au pire, ils vont écouter, mettons, Limp Bizkit, tu sais, genre. Qui en est aussi, d'une certaine manière. Ouais. Oui, tout à fait, tu sais. Mais c'est ça, ou Rage Against the Machine, tu sais. Shout out, Zach de la Rocca. Qui a fait des bons trucs de rap quand même aussi. Absolument. Hein. Faut pas oublier ça. Qui avait même fait un groupe, si je me trompe pas, avec... c'est avec un gars de Public Enemy, si je me trompe pas. C'est supposé que... sortir récemment, il y a pas longtemps, je pense, il y a comme quelques années. Ouais. Mais il a fait un petit projet, c'est un EP, ça s'appelle One Day as a Lion. Je pense qu'il joue des keys même sur cet album-là. C'est comme un drummer, c'est drum, bass, puis keys, puis rap, là. C'est quand même assez intéressant. Mais justement, parle-nous de ce que t'aimes. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Justement, c'est quoi la musique que tu vas prendre ton temps pour écouter? En général? Ouais. Ben, là, je suis beaucoup dans les vieux albums de musique des années 70. Tu as parlé de Claude Péloquin, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est un exemple, mais c'est... je pense que c'est le... Je suis plus sûr du titre, mais j'ai acheté l'année passée l'ouverture l'Oiseau du Paradis, je pense. Ouais. Je sais quelque chose avec l'ouverture et l'Oiseau du Paradis. Je suis pas sûr du titre, mais c'est un album de Claude Péloquin. Puis... tu sais, mettons, fait que c'est comme des genres d'albums que je prends le temps d'écouter, tu sais, avec des textes intéressants. L'ouverture du paradis, L'ouverture 1979. du paradis. Ouais, OK. Fait que, j'ai trouvé ça récemment, tu sais, puis je me suis dit, ah, shit, tu sais, j'aimais Claude Péloquin, justement, l'album Péloquin Sauvageau. Moi, c'est là où ça fait mal. Ouais, ça, là où ça fait mal. Tu sais, c'était un disque vraiment qui m'a écouté, que j'ai vraiment aimé, que j'ai beaucoup écouté, puis que là, je me suis dit, je connaissais pas celui-là. Puis là, j'ai dit, ah, shit, tu sais, je vois ça usagé. Je suis comme, ah, nice, je vais l'acheter. Fait que, tu sais, je m'intéresse beaucoup à la musique ancienne, mettons 70 ou 80, mettons, où il y a du texte, mais il y a aussi de la musique expérimentale. Fait que, tu sais, mettons, le festival Sony Perel Popolo l'année passée, ils ont invité le fils du gars qui avait fondé le label Sarava en France, tu sais, qui était comme un label de chansons françaises un peu expérimentales. Tu avais toute Brigitte Fontaine, Areski, Jacques Higelin, puis tout ça, qui avait sorti des disques là-dessus. Mais il y a plein d'autres choses plus obscures, tu sais, aussi, qui sur ce label-là qui valent la peine d'être écouté. Alfred Panou, entre autres, qui a fait... c'est un chanteur, poète, je pense, africain. Je pense que c'est un 7 pouces qui est fait avec le Art Ensemble de Chicago, tu sais, mais c'est dans le même esprit que genre Brigitte Fontaine avec l'Art Ensemble, mais c'est une voix qui est noire, tu sais, puis je pense que c'est plus fort. En tout cas, personnellement, je trouve ça plus fort à l'écouter, tu sais, cette track-là. Fait il y a toute une recherche, je trouve, de cette musique-là avec des paroles qui sont particulières. Je m'intéresse aux voix qui sont étranges, qui disent quelque chose d'autre. J'écoute beaucoup Catherine Ribeiro, mettons aussi. Avec, si je ne me trompe pas, Full Moon Ensemble, ça se peut? Full Moon Ensemble, Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro, elle dans les années 70, toujours en France, c'était avec le groupe Alp. Ou BIS. Elle a sorti plusieurs disques. Après, elle a sorti des disques un peu moins intéressants là, à la fin de carrière. Mais ces disques-là, dans les années 70, tu sais, puis t'as une parole d'une femme qui a été internée, qui a été à l'asile, qui a eu des électrochocs. Ça, je ne savais pas. Mais qui est comme qui est enragée, puis j'aime ça. Ou Moore Mother qui a fait Irreversible Entanglement, c'était plus récent. Elle aussi, c'est comme une genre de rappeuse, poète. C'est pas vraiment clair, puis c'est bien correct comme ça, mais avec un band de free jazz, fait que de Chicago. Irreversible Entanglements, qui je trouvais que c'était une belle découverte. Mais sinon, j'ai beaucoup de disques anciens. Mais des gens qui disent quelque chose, ou s'ils disent pas quelque chose, c'est un mix d'acoustique puis d'électronique, mettons. Mais anciens. Les disques actuels, mettons, le disque le plus récent, peut-être, ou l'artiste le plus récent que tu aurais écouté.
parce que ça dépend du genre. Mais mettons, dans le rap français, j'aime beaucoup Lucio Bukowski. Je sais pas si tu as déjà écouté. Non. C'est un gars de Lyon. OK. Je l'aime bien parce qu'il est comme cultivé. Mais il est hyper référentiel. Il référence beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnages politiques intéressants. Je trouve que c'est comme une écoute qui est riche, justement, Lucio Bukowski. Il a sorti malheureusement beaucoup d'albums dans les 2 dernières années. Okay. Je pense qu'il y a eu comme un accident, puis il a été hospitalisé. Il a écrit, je pense, beaucoup pendant cette période-là. Il a sorti plusieurs disques, ce qui fait que l'output, c'est comme OK, c'est inégal, mais il y a des affaires qui sont vraiment nice. Ou sinon, comme on dit, je look forward à le nouvel album d'A$AP Rock avec, je sais pas quel beatmaker, ça s'appelait Miami Can, je pense, ou c'est la vidéo, c'est Miami Can, je sais pas comment ça s'appelait le projet, mais j'ai vu la vidéo récemment, puis A$AP Rock, ça reste un de mes rappeurs préférés. Avec Earthworms... Music for Earthworms, le premier album. Simplement mentionné aux auditeurs, on parle de A$AP Rock, pas de A$AP Rocky. Non, c'est ça. Voilà. Qui était là bien avant A$AP Rock. Ouais. Qui était avant A$AP Rocky. Puis, il a fait un disque que j'écoute encore beaucoup avec Kimya Dawson, qui est une chanteuse pop, folk naïf, qui a fait la tune, qui a fait la bande sonore du film. Une petite fille qui est enceinte, là. J'oublie c'est quoi le titre. Juno. Il a fait entre autres la trame sonore du film Juno, qui était super populaire. Peu importe, Kimya Dawson était dans Moldy Peaches, les années 90, plus période, je dirais, grunge. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait grunge, mais whatever. Mais, puis elle aussi, tu sais, puis c'est 2 personnes qui ont eu des troubles de santé mentale, tu sais, puis qui ont vécu de la dépression, qui ont vécu des choses assez harsh, puis je sais pas comment ils sont devenus amis, ça, j'ai pas fait la recherche, mais ils ont fait un album qui s'appelle... un groupe qui s'appelle The Uncluded, puis l'album s'appelle Hockey Fright, ou Hokey Fright, je sais pas comment le prononcer, mais je l'écoute encore beaucoup, j'aime vraiment ça. A$AP Rock, c'est un des personnages les rappeurs les plus créatifs, je trouve, dans ce qu'il dit, dans les images qu'il peint avec ses mots, justement, et comment que son monde est intricate. Tu sais, je parlais de ma façon d'écrire, qui des fois, lui, je trouve, c'est aussi hyper... Beaucoup de niveaux, de beaucoup son de aussi, layers. tu sais, fait que là, c'est comme, oh shit, tu sais, c'est très difficile à comprendre, mais j'aime beaucoup rentrer dans ce qu'il dit. Fait que je suis comme... là-dedans. Ben, justement, si on revient, parce qu'on vient de parler de ce que tu écoutes et ce que tu apprécies, mais qu'est-ce qui te fait continuer? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, Frédéric, tu continues à faire de la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive encore? Présentement, je me questionne, par exemple. Tu me poses cette question-là aujourd'hui, je sais pas si je suis encore motivé. Mais ce que je vais te répondre, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a rien fait de notre côté, il s'est passé des choses, l'été a été difficile à plein niveau. Des gens qui étaient partis pour l'été dans d'autres pays, des gens qui sont partis en tournée. Fait que ça fait un bout de temps qu'on n'a rien travaillé, mais je le vois comment ça a un impact au niveau de de ma santé, au niveau de mon bien-être aussi, au niveau d'avoir ce output-là, comment c'est... Est-ce que c'est le fait de ne pas faire de musique qui t'affecte comme ça? Oui, solidement. Puis, c'est ça. T'sais, fait que là, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de retrouver cette motivation-là pour faire ça, ou est-ce que c'est de faire quelque chose de complètement différent, de faire un autre projet, je sais pas, mais je sais que c'est nourrissant. Tu vois, j'ai laissé de côté un peu la musique cet été, puis je me suis concentré sur plus de l'écriture, mais plus standard, là, plus académique, sur écrire des articles scientifiques, parce que c'est aussi dans mon travail que je fais. Tu sais, malheureusement, je fais pas juste de la musique, j'aimerais ça, mais... Il faut que tu me laisses savoir. Non, c'est ça. Tu sais, fait que je suis travailleur social aussi, puis donc j'ai présentation dans les colloques ou des choses, donc je rédige beaucoup de trucs. J'ai pris du temps pour rédiger ces trucs-là. Peut-être aussi un livre sur des questions qui me préoccupent, mais toujours en travail social. Mais c'est ça, mais j'ai besoin d'un output. Et la musique, c'était un output qui était vraiment intéressant parce que ça permet aussi de communiquer, de communier avec les gens, de partager plus que peut-être même des trucs académiques où des fois c'est comme hyper rigoureux, puis tu sais, t'es comme un modèle, puis tu sais, il faut que tu suives un peu des shit. Mais de faire la musique, et surtout comme on l'a fait, c'est-à-dire assez libre aussi, tu sais, et intense, ben c'est comme un output qui me permet de vivre, je pense. Fait que c'est ça, il y a quand même beaucoup de questions présentement, mais j'espère pouvoir terminer des projets qui sont sur la table depuis beaucoup trop longtemps avec Héliodrome, que pour plein de raisons, tu sais, je suis à un âge aussi où les gens ont des enfants, les gens
Puis là, c'est comme... Puis ça change les dynamiques. Ils s'achètent des maisons. Et le studio, j'ai pas remonté mon studio, ça fait 1 an. Il y a plein d'affaires qui se passent parce que c'est comme, bon, tu sais... puis j'ai pas les moyens de juste dire, you know what, fuck off, je reprends toutes les bandes, je vais aller à un autre studio faire ça ailleurs. Puis c'est comme, regarde, on va continuer, mais je vais attendre qu'on soit prêt. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des projets qui dorment depuis beaucoup trop longtemps maintenant, mais qu'ils devraient voir le jour prochainement. Je sais pas, idéalement l'année prochaine, je pense. Je voulais que ce soit cette année, mais ça va être l'année achève. Effectivement, l'année achève. Mais la seule chose, c'est que dès que ça sort, il faut que tu nous laisses savoir. On apprécie beaucoup ce que tu fais ici. Moi, j'attends ça avec... Surtout que tu as un feature là-dessus. Arrête, je ne vais même pas te dire. Pour vrai. Mais bon, cela étant dit, c'est dit. Mais pour vrai, on attend ça beaucoup, 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 beaucoup. Héliodrome, soit dit en passant, ça joue. Très souvent, CIBL, salutations. Et on attend ça avec impatience. Mais tu mentionnais quelque chose, ça m'envoie vers une question vraiment de mon cru, comme ça, tout de suite. C'est la musique, c'est un sacrifice. Le fait de faire de la musique, c'est un sacrifice. Est-ce que tu peux nous parler de ça, le fait de se... Tu sais, parce que, comme tu dis, surtout quand tu avances en âge ou, tu sais, t'évolues dans ta vie, tu sais, est-ce que tu trouves que ça, tu sais, ça vaut encore la peine? Parce que je suis sûr qu'étant très jeune, tu as fait des sacrifices. Maintenant, si tu as à faire de la musique, si tu as à faire une tournée, par exemple, je suis sûr que tu peux pas juste lâcher tout ce que tu fais puis aller en tournée en Europe. Tu sais, fait parle-nous de ça parce que souvent, il y a des gens qui prennent pas ça en considération. Ils font juste voir que, waouh, c'est beau, hey, t'es à la télé, tu passes à la radio, mais c'est que ça demande un sacrifice. Est-ce que tu peux en parler aux auditeurs? Ça demande un sacrifice. Mais je pense que c'est pas... tu vois, je suis dans une zone parce que, justement, notre output n'est pas... c'est pas 2 albums par année, puis 2 tournées par année et plus, là, tu sais, pendant genre 6 mois. C'est pas un sacrifice. Okay. J'ai comme un équilibre. Je pense que j'avais réussi à avoir cet équilibre-là. Là, je l'ai plus parce que j'ai plus la musique, donc c'est depuis, mettons, 6 mois, l'équilibre est rompu. Tu sais, puis je trouve ça difficile. Mais avant, l'équilibre est là. Puis quand cet équilibre est présent, c'est pas tant un sacrifice qu'une nécessité. C'est genre, c'est quelque chose qui devient nécessaire, tu sais, je pense, pour contrebalancer. Surtout que je suis dans un champ de travail. Bon, les dernières années, c'est un peu moins difficile parce que j'ai comme progressé hiérarchiquement, mais je suis dans un champ de travail très difficile, tu sais, où je suis beaucoup aussi exposé à de la souffrance, à des réalités, à de la souffrance. Puis, puis j'ai besoin d'un à côté. Un exutoire, ben oui. Oui. Ça peut pas juste être mon travail, ma vie. Non. Mais c'est ça. Donc, tu sais, ça a été un sacrifice dans le sens où je me suis retrouvé à retourner à l'école plus vieux, à finir une maîtrise récemment, alors que merci, mais que j'aurais aimé peut-être la faire il y a 10 ans. Mais oui, ces sacrifices-là par rapport à la musique, mettons, étaient là dans le sens où je ne ressentais pas le besoin de faire une maîtrise à ce moment-là parce que c'était correct, je peux faire de la musique puis avoir un job qui était juste pour payer mon loyer puis manger, puis éventuellement, tu sais, payer des extras de gear, parce que j'ai jamais fait de l'argent avec la musique non plus. Ça, c'est une affaire. J'ai toujours payé pour ma musique. J'ai eu une bourse dans ma vie de genre 8000 piastres qui m'a servi à rien, finalement. Il y a comme 11 ans. Mais, tu sais, puis que ça a été vraiment un chial après de justifier comment j'avais dépensé l'argent. Mais, whatever. Mais... fait que après cette expérience-là m'a dit plus jamais je demanderai de bourse. Faut jamais dire jamais, mais je me suis dit, you know what, c'est trop compliqué, fuck off. Je vais payer par mes propres moyens. Ouais. Puis l'argent que je ferai, ben il va tout me revenir. Puis j'ai pas de compte à rendre après qu'est-ce que je fais avec mon argent. Voilà. Comment je l'utilise, qui je paye pas, quoi j'ai fait. Non, mais t'étais supposé prendre genre tant d'argent pour tel montant. Ouais, ben j'ai pris tant d'argent pour ça. Puis l'autre, ben j'ai payé mon loyer. Fait que là, tu sais, tough luck, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que, bref. Fait que là, ce genre de rendre des comptes-là, j'ai envie de dire fuck you, tu sais, à ces organismes-là. Tu vois, je vais utiliser ça parce que c'est quand même intéressant parce qu'il y a récemment, il y a quelques mois quand même, un genre de tollé qui s'est fait ressentir par rapport aux subventions, justement. Ouais. Puis, tu sais, c'est des subventions, on va se dire, si les auditeurs
pour mettre les auditeurs au diapason, c'est que des subventions, c'est le gouvernement qui les donne, mais c'est que c'est de l'argent des contribuables. Ouais. Donc, dans un premier temps, c'est notre argent que le gouvernement utilise pour donner à des artistes. On apprécie ça parce que ça fait évoluer la scène, ça fait en sorte qu'il y a des projets qui sortent, mais il faut justement cette rigueur-là, il faut que ce soit rigoureux, il faut qu'on sache, OK, ben notre argent est dépensé où? C'est là surtout, d'après moi, je crois que le débat était mal situé parce que, ben pourquoi eux, ils ont du cash, puis eux autres, ils en ont pas? Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir que ces gens-là qui ont les subventions, ils ont des comptes à rendre. C'est ce que tu es en train de nous dire. Puis toi, tu as décidé de Ben, c'est parce qu'il faut distinguer des subventions. Ça, j'ai compris ça Subventions, assez vas-y. rapidement. Ben, rapidement, non, c'est pas vrai. Pas rapidement, mais dans les 10 dernières années. Tu as les subventions comme artistes, qui sont une chose, puis tu as les subventions comme entreprises culturelles. OK. Beaucoup d'artistes vont se créer des entités d'entreprises, Voilà. comme économiques, mettons, culturelles, où là, je pense que les comptes sont différents. A.K.A. label. Ouais, ou label, ou genre compagnie de diffusion, Ouais. ou genre booking, Ouais. tu sais, whatever, tu sais, puis de production. Ouais. Tout mélangé. Les comptes sont t'as des comptes à rendre, Ouais. mais c'est pas pareil. Pour moi, dans le sens où rendre des comptes sur de l'argent que tu investis dans ma compagnie, mais là, ça ramène à ce que je disais tantôt, je veux pas me percevoir, moi, comme artiste, comme une compagnie. Tu sais, parce que clairement, je suis pas rentable. En tout cas, ça, je suis rentable, dites-le moi, mais moi, comme artiste, je suis pas rentable et je m'en crisse. Je veux pas l'être. Et tu sais, et là, de devoir rendre des comptes par rapport à moi comme artiste, j'ai un malaise profond avec ça. Versus, ou avec un projet que je veux faire comme artiste, tu sais, j'ai un malaise, tu sais. Si j'ai une compagnie, puis je dois faire mettons, tu sais, il y a des labels... dès que tu as un certain quota de musique francophone que tu sors sur ton label, tu as des subventions automatiquement. Exact. T'sais. Fait tu t'appliques, là, mettons, genre, l'exemple qui me vient en tête, c'est comme Dare to Care ou Grosse Boîte. Fait ils vont appliquer pour une subvention, ils vont l'avoir automatiquement pour un projet. Fait qu'après, les comptes à rendre, pour eux, c'est différent. T'sais. C'est comme, ben, telle dépense là, telle dépense. Fait que tout est comme dans des catégories, dans des boîtes. Ouais. L'artiste, c'est pareil, mais si je suis tout seul, à avoir cet argent-là, puis là, c'est comme je perds ma job. Moi, pendant cette période-là, puis là, tu sais, là, il faut que je paye mon loyer. Là, il faut que je mange. Là, c'est plus long de trouver une job parce que, au lieu de me prendre genre un mois, ça m'a pris 2 mois, puis j'en ai pas trouvé, puis là, genre, j'ai pas eu de chômage ou je sais pas trop quoi. Fait que, je voyais un documentaire, le documentaire qu'il y a eu sur WD-40, là, le band québécois, OK. les frères Jones, je pense, Alex Jones, qui tu sais, toi que tu as un problème d'addiction, puis là, on va dire, ben oui, je sais pas avoir un problème d'addiction, mais la réalité, c'est que tu en as un, puis que tu floppes ton argent là-dedans, mais après, il faut que tu rendes ces comptes-là aussi, tu sais. Et ça, moi, ça me met mal à l'aise. Pour moi, c'est correct que tu as un chanteur qui a un problème d'héroïne, puis que s'il y a de l'argent, il la floppe tout dans l'héroïne, j'ai pas de problème C'est son avec argent ça. à lui. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, si c'est une subvention pour que tu fasses un disque, puis là, il fallait que tu fasses ça avec ton argent, mais que là, ton argent, tu l'as flopé dans l'héroïne, puis que là, c'est comment tu justifies ça à l'autre. Je sais pas comment le justifier. Je pense que ça le dit plus ou moins dans le film. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais tu sais, c'est comment tu le justifies, tu sais. Ben, ça justifie mal. C'est genre, tu sais, moi j'avais une subvention, puis après, il fallait que je paye de l'impôt dessus, tu sais. Fait que j'avais comme 2000, j'ai 8000 de subvention, il faut que je paye 2000 d'impôt à la fin de l'année sur ma subvention, mais j'avais comme pas de travail, rien, tu sais. Fait que ce 2000-là, je l'ai traîné, là, aussi, avec le gouvernement après pour leur payer. C'est de dire, est-ce que ça valait la peine? Non. Tu sais, la prochaine fois, je m'arrangerai tout seul. C'est ce que j'ai fait. Alors, ça revient à la notion de sacrifice, finalement. Donc, mettre ça de côté, you know what, j'en ai plus de besoin, je vais faire moi-même, indépendant. Est-ce que c'est peut-être la meilleure façon de procéder? Parce que avant, tu sais, il y avait toujours le truc, peut-être en terminant, parce qu'on apprécie encore beaucoup le temps que tu as passé avec nous. Mais tu sais, comment les choses ont changé, c'est que tu peux peut-être nous en parler, comment avant c'était important. Tu sais, tu devais avoir un démo, tu avais un démo tape. Tu avais quelque chose que tu allais présenter. OK, là, tu as un label. OK, wow, le label est intéressé. Ah, là, le label va te backer avec de l'argent. Oh, wow, tu as un label derrière toi, ça veut dire que tu es quelqu'un. Tu sais, on croit en toi. Tu sais, tandis que maintenant, tu n'as plus besoin de label. Tu n'as plus besoin de Musique Plus. Non. Ben, je pense à l'aide quand même d'avoir un label. Je ne vais pas le cacher. Je pense que c'est beaucoup de travail comme un artiste de s'occuper de tous les niveaux de gestion. Tu sais, c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est un sacrifice? Je sais pas. Quand tu le fais par amour, par passion, c'est pas le sacrifice. Mais par exemple, quand on part en tournée, il y a Drôme, tu sais, toute la question du booking, c'est moi qui s'en occupe. Tu sais. Je sais qu'est-ce que ça implique de booker une tournée, même si c'est juste comme 15-20 dates.
c'est énormément de travail. Ben oui. Fait que quand c'est toi qui fais ça, en plus qu'il faut que tu pratiques, en plus qu'il faut que tu travailles, en plus qu'il faut que tu fasses des nouveaux tracks, puis que, c'est beaucoup de job. Puis que si jamais tu as envie de faire des demandes de subventions avec ça en plus, tu le fais. Moi, par chance, je le fais pas. Fait que, ça m'épargne un travail. Mais si tu as quelqu'un qui le fait pour toi, tu as un label, ben, tant mieux. Parce que si en plus, tu as une sub pour partir en tournée, ben, t'es cool. Mais nous, on n'a jamais eu de sub pour partir en tournée. Puis à chaque fois qu'on revenait de tourner, puis que les gens disaient « Ah, vous étiez en Europe, vous avez eu une subvention? » Non, pas de subvention. On est allé par nos moyens. On n'a pas fait d'argent. On est arrivé kiff-kiff. Mais tu sais, c'est ça. Oui, il faut que j'aie un travail, il faut que je prenne congé parce que par contre, quand je reviens, ben ça m'a rien coûté. L'avantage, c'est que je suis parti 3 semaines, puis ça m'a rien coûté. Mais après, ben c'est ça. Il fallait que je revienne. Je peux pas juste comme partir puis rester. Puis de dire l'argent rentre puis tout ça. Non, l'argent elle rentrait, mais elle était redépensée aussitôt. Mais c'est correct. Puis je pense c'est viable comme ça. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça plus intéressant vivre de la musique comme ça que de Sold Out, le Club Soda, par exemple. Moi, Sold Out, le Club Soda, j'ai lâché prise là-dessus, ça fait genre au moins 20 ans, mais ça m'intéresse pas non plus. Mais si je peux voyager avec la musique de la façon que je voyage maintenant, puis de rencontrer des gens incroyables, ben, je dis à travers le monde, c'est pas vrai, mais du moins en Europe, par exemple, c'est plus là qu'on voyage, mais ben, pour moi, c'est parfait. Puis si c'est que ça que j'ai fait de la musique, ben, ça a été vraiment un voyage vraiment nice. Parce que ça vaut plus ça, genre, que d'arriver avec ton crew, genre, même si tu sold out à Paris, t'es dans ton crew, quelques groupies que tu rencontres ou tout ça, mais ou genre certains promoters qui sont là, puis ils sont comme, ah, les gars, ouais, puis mais là, à mon niveau, c'est pas ça. On devient amis avec ces gens-là. C'est qu'après, tu viens à Montréal, je t'héberge chez nous, puis tu passes, puis si je retourne en France, si je retourne en Suisse, je suis hébergé chez des gens que j'ai eu des bons liens, qu'on s'est côtoyés, qu'on est devenus amis. Fait que je trouve ça, mais plus rapidement aussi, on dirait, que peut-être si c'était une trop grosse machine, ou si c'était un artiste plus établi, puis il y a un intérêt. C'est surtout qu'il y a un intérêt. Je vais être ton ami, mais c'est intéressé. Voilà. Là, c'est comme... Non, genre... Dans l'optique d'un... Te faire jouer dans mon bar, ça me coûte de l'argent. Mais c'est chill parce que j'aime ta musique. Puis, ben, c'est cool parce qu'on va faire des rencontres intéressantes, idéalement. Là, à présent, ça a comme tout donné des rencontres intéressantes, Bon, sauf à quelques places, mais en général, puis ça... Pour moi, ça, c'est la meilleure façon de faire de la musique, Fait que les gens qui écoutent ce podcast-là, puis qui font... Si tu fais de la musique intéressante, exporte-toi. On a fait les Francs ouvertes au printemps dernier. Là, oui. Vous étiez finaliste aussi. Non. Non. J'avais de la vie. On a été Francs ouvertes, mais on n'a jamais fait les finalistes. Mais je parlais avec Jean-Marc Ravatel, qui est, je pense qu'il est directeur au Coup de cœur francophone, mais ça fait longtemps que je connais le Coup de cœur francophone à l'époque qu'ils étaient dans Hochelaga puis qu'ils faisaient juste des shows dans Hochelaga au Zest aussi, même au Cégep Maisonneuve. Ils avaient booké des trucs il y a longtemps. Puis là, il me disait, ça ne marchera jamais ici, votre musique, il faut l'exporter. Puis, mais je pense, si on fait un truc qui est un peu plus weird, un peu plus, mettons, à gauche, exporte-toi, reste pas, puis dépends pas de subventions. Il y a des gens qui vont te booker outre-mer, là, En Europe, les gens, ils sont friands de nouveautés puis de choses un peu plus edgy. Puis si tu es capable de te vendre, si tu es capable de proposer des choses, puis tu as juste quelques portes d'entrée, mais une fois que c'est là, genre, tu rentres dans des réseaux déjà établis. Là-bas, c'est comme beaucoup plus structuré, les réseaux alternatifs, OK. Les gens se parlent, les gens se connaissent, se mettent en contact les uns avec les autres facilement. Puis... OK, tu vas jouer devant 50 personnes, mais c'est correct. Mettons. Mais tu vas être logé, tu vas être nourri, puis c'est ça, tu vas avoir une super bonne soirée. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Est-ce que tu as peut-être des choses qui sont sur la planche à dessin? Est-ce que tu as des exclusivités que tu peux nous... Non? À part des choses que j'ai écrites qui sont plus académiques, comme je disais, mais, mais écoute, là, c'est ça, je sais pas, il y a un projet qui dort depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, qui a été commencé, qui n'est pas terminé, qu'on souhaite terminer, qui est un projet plus collaboratif, dans le fond, donc avec des rappeurs de différents horizons.
Donc, là, ce qui est particulier, parce que ça n'a jamais été une approche pour Héliodrome ou même pour moi, tu sais, de faire des featuring. J'ai essayé de faire un peu plus de featuring les années passées. Mais je ne suis pas super à l'aise là-dedans. Mais quand même, des fois, quand ça marche, ça marche. Mais c'est ça. Fait que ce projet-là. Mais sinon, après, je ne sais pas. L'avenir est... il n'est pas sombre, mais il n'est pas défini encore, mettons. Sinon, peut-être rappelle-nous qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que les gens peuvent aller sur voir, Héliodrome.com. consommer. Héliodrome.com, ça nous ramène au Bandcamp. Il y a tous les albums qui sont là sur Bandcamp. Je pense qu'il reste encore des copies de derniers disques en vinyle qu'on a sorti, qui est Le Jardin des Espèces. Wow. C'est toujours disponible dans certains magasins. Il nous reste quelques copies. Mais le reste, sinon, est pas mal téléchargeable sur le Bandcamp. Moi, je me suis enlevé des réseaux sociaux, Facebook et autres. J'essaie de... J'ai pas envie de gérer ça. Ça ne m'intéresse plus. Fait que là, c'est ça. Fait que trouvez-nous sur héliodrome.com ou sur le site endemicmusic.com aussi, qui est un peu notre label. Ben, c'est pas notre label, mais c'est le label qui a sorti nos albums. Donc, mais sinon... vous ne nous trouverez pas. Ben, peut-être justement, parce que là, tu m'envoies sur une autre question, si je peux vas-y, finalement terminer. Mais c'est que tu t'es enlevé des réseaux sociaux. Mais c'est comment ça, cette dynamique-là? Étant un artiste dans les temps de maintenant, comment tu peux t'enlever des réseaux sociaux? C'est pas c'est un genre de suicide. Il y avait un nom pour ça. C'est un genre de... peut-être les auditeurs vont pouvoir m'éclaircir là-dessus, mais c'est un genre de suicide quand tu t'enlèves de Facebook, d'Instagram, de tout. Il s'est passé des choses au début de l'été par rapport à ça, aux réseaux sociaux, puis je ne vais pas vraiment en parler ici, mais ça m'a vraiment écœuré. Des dynamiques. Puis tu sais, je parlais un peu d'une certaine pensée fascisante par les réseaux sociaux. Je pense que rapidement, on peut tomber dans cette espèce d'une pensée. Je ne sais pas que c'est du fascisme, mais la pensée, elle est fascisante dans le sens où tout le monde s'entend pour penser pareil et si on rejette quelqu'un sans en connaître les raisons, on va le rejeter en bloc. Même si on connaît certaines raisons, mais on n'a pas cet effort-là de connaître plus la situation ou d'exercer son esprit critique comme il faut, je pense. Puis je vais me permettre de dire ça. Donc, on va rejeter en bloc. Donc, il y a eu certaines situations qui se sont produites que je me suis dit, you know what, ça vaut pas la peine. Je ne dois rien à personne sur cette plateforme-là. C'est vrai. Si il y a quelque chose à me dire, je suis la personne qui a, je pense que tu le constates, j'aime se dialoguer. Je suis très ouvert à la discussion. Mais si c'est pour faire exercer de la violence ou subir de la violence sur Internet, ça n'existe même pas, Internet. C'est comme, ça n'existe même pas, cette chose-là. Fait que c'est comme, you know what, fuck off. Dis-leur pour vrai, parce que c'est vrai. C'est tellement vrai. Je suis tellement content qu'on aborde ça parce que c'est vrai. C'est une construction. Ben oui, puis il n'y a rien de social dans ces réseaux-là. Absolument pas. C'est pas... c'est un agrégat, c'est juste qu'il y a plein de monde, mais il n'y a rien de social en réalité. Puis je trouve que les gens se permettent d'exercer des violences là-dessus, qui peuvent être légitimes, dans une certaine façon. Légitimes dans le sens où je dois me faire entendre, je dois faire entendre certaines choses, puis c'est correct. Des fois, ça va trop loin, puis à ce moment-là, je trouve ça dangereux. Et le message, c'est vraiment... surtout si on se connaît, je parle à ces gens-là, si on se connaît, viens me parler. Viens pas commencer à écrire des choses, puis faire poster des choses qui sont quasiment de la diffamation aussi. Ça sert à rien, on va se parler et on est... puis je parle au nom du groupe, moi, mais des gens à qui je m'associe aussi, parce que je fais attention à qui je m'associe. Comme dirait l'intrus, dans un vieux track à l'époque, je fais attention avec qui mon ass s'assit, et à qui je m'associe, mais oui, tu sais. Fait je pense que c'est des gens qui sont très ouverts à la discussion, puis surtout pas prompt à la violence, ni à l'impulsivité. Fait que on peut discuter, on est très discutable. Et on est capable de se remettre en question quand le besoin est là. Donc, je pense que ça vaut la peine. Sinon, c'est ça. Puis je vis tellement bien, mettons, sans Facebook, mettons, là, je garde un compte pour Messenger. Des fois, je vais checker pour les événements. Ça, c'est intéressant, avoir les événements. Fait que là, maintenant, je commence à trier. Fait que tous les gens, je les enlève. Je garde, genre, les compagnies. Fait que c'est comme, dans le fond, c'est des publicités. Fait que je suis comme, alright, les publicités, that's it. Mais
Mais c'est ça, tu sais, quand ça commence à te faire vivre de l'anxiété, Ben oui. puis que tu as un rapport anxieux par rapport à ce que les gens disent, je trouve que c'est très, très dommageable. Puis je l'envoie, je travaille avec les jeunes, tu sais, je travaille pour un organisme qui travaille avec les jeunes. Puis je vois comment ça a un impact même sur les jeunes. Je parle des impacts sur moi qui est un adulte, mais des jeunes adolescents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, C'est leur vie, ça. sur Snapchat, sur Facebook. Ouais, puis c'est très dommageable. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, je vis beaucoup mieux sans ça. Tu sais, la photo de ton party de Noël, je m'en fous. Tu sais, genre, c'est plate, là. Ça m'intéresse pas. Le fait que ton bébé a fait caca 3 fois, ça m'intéresse pas, genre, c'est correct. Tu sais, non, mais c'est vrai, il y a des gens qui disent des choses. T'as eu une nouvelle job, t'es donc content, puis t'as 20 millions de likes. OK, parfait, tu sais. Next, tu sais, genre. Fait que, c'est ça. Yeah, Facebook, c'est le diable. Dis-leur, pour de vrai, parce qu'en passant, c'est vos informations. Hein. Il faut Google, savoir. Amazon, Facebook, Apple, GAFA, faites attention, man, c'est l'algorithme. L'algorithme, il calcule. C'est le big data maintenant Big qu'on data. appelle. Big data. Faut faire attention à ça pour de vrai. Oui. Je suis tellement content d'aborder tellement de choses. Je vais peut-être terminer avec le fait que c'est correct d'être un hater, en autant que tu saches pourquoi tu hates. Voilà. Merci, Frédéric. Merci à toi. Merci encore beaucoup. La discussion a été édifiante, je pourrais dire ça comme ça. On salue les auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Et à la prochaine, j'espère. Ben oui. Allez supporter Héliodrome. Dès que vous le voyez, ça vaut la peine d'être écouté. Et on se revoit à une prochaine. J'espère bien. And we out. Peace. Yes.